Action. Vous êtes sûr que c'est nous? Bah alors, voilà, bonjour. Salut les scudeurs. Les scudeurs, voilà. On est en direct donc de Montréal, hein, et c'est le numéro 11. C'est le numéro 11. Si, c'est le numéro 11 de la série. Et donc, on va vous donner le programme quoi, de ce numéro 11. On va parler de nous. Qui est très riche, hein, puisque, bah voilà, on va parler de nous. Principalement de voilà. nous. Je vais parler de lui, je vais parler de moi. On va parler de nous, on va vous raconter, par exemple, ce qu'on fait en ce moment. Oui. Moi, j'ai changé de Mac. Et bien celui-là, attends, celui-là, il est obsolète, ça ne marche plus, ça. Celui-là, c'est d'accord. Pardon, excusez-moi. Et autant, je pense qu'à l'heure du jour. C'est sympa, mais on vous a invité, mais c'est pas non plus. Et c'est mon Mac. Voilà. Oui, et ben alors là, moi, je me la pète. D'ailleurs, je t'ai pas dit sur le télé. D'ailleurs, il est gris. Il est gris, mais comme vous. L'écran est voilé. Pas non plus tout un. Voilà. Oui, ça commence à parler des gens, comme ça commence à être désagréable. Alors là. Excusez-nous, non, mais nous, on va être sympa. Mais c'est win-win. Win-win, j'ai envie de dire. Donnant. Allez-y. L'objectif, avec un capuchon, ça marchera pas. Ça fait rien. Non, c'est quand même notre émission. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le numéro 11. On a repris le contrôle. On est obligé de reprendre un peu les choses en main. Vous l'avez vu, émission exceptionnelle pour ces fêtes de fin d'année. Ce scud numéro 11, nous recevons Simon et Lionel Astier. Bonjour. Merci. Merci à vous d'être là. Pour la série. Je remercie tout de suite le Dépur et le Clé qui nous accueillent dans ce magnifique espace. Salle de sport, restaurant, piscine. C'est mieux que mon salon quand même. Hein. C'est un peu plus joli que chez Jérôme. Et on remerciera aussi toute l'équipe technique nombreuse. Et on déconne pas, vous verrez sur les images. Et on vous en dira plus tout à l'heure. Et on reçoit Simon et Lionel. Et ouais, je l'ai dit, mais je peux le redire. Oui, mais parce que... On reçoit Simon et Lionel pour la sortie en DVD de la saison 1 de HeroCorp et pour la diffusion de la saison 2 sur Comédie à partir du 8 janvier. Ah, et nous sommes venus spécialement donc à Montréal. Et nous sommes ici à Montréal, puisqu'elle a été tournée à Montréal. Exactement. C'est pour ça, du coup, voilà. c'est sympa de votre part. C'était plus simple quand même. À leurs frais, à Montréal, parce qu'ils sont très généreux finalement. Ils nous invitent, on a voyagé en première classe, c'était assez classe. On va juste, je vous fais un petit résumé du sommaire, donc on fera un sujet sur HeroCorp, et forcément l'actualité de Sur Simon. HeroCorp. Et un deuxième sujet où nous serons tous les trois avec Jérôme et Philippe sur Avatar et le relief, en espérant que vous l'avez tous vu. Les débats vont être animés, je sens, j'ai envie de lancer le générique. Il y aura des petits spoilers quand même sur Avatar, on préfère prévenir. Donc, spoil alerte. On en parlera tout à l'heure. On lance un générique rapidement parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Ok, 1, go. 2, 3. Générique. Et les Astier, non, rien du tout. Générique. 1, 2, 3. Générique. Bon, Enfin, alors c'est quand donc, tu veux. c'est parti, mais non, mais après je suis un peu ému en même temps. Excuse exceptionnelle, donc invité exceptionnel, vous les voyez, ils sont là, vous ne mentent pas, ils ne sont pas virtuels. Tu peux éviter de parler quand on parle de ma série, juste 2 secondes quoi. Et si on est en train de faire la promo de ma série, tu es en train de donner, voilà. Oui, pardon, excusez-moi. Alors évidemment, c'est une famille qui s'entend bien, père, fils, comme ça. HeroCorp, donc comme l'a dit Arnaud, la saison 1 est sortie en DVD, superbe coffret, on y reviendra tout à l'heure. Et la saison 2 diffusée à partir du 8 janvier sur Comédie. Simon, Ouais les gars. Simon, Oui. on est ravis que tu sois là pour venir nous parler d'HeroCorp. Ça fait plaisir. C'est un peu normal puisqu'on a déjà parlé de super-héros dans Scuds, on est un peu branché collant. Et de séries. Voilà, tout ça. On est branché collant, c'est tout. Je vais pas te faire résumer pour la énième fois le pitch de HeroCorp. Parce que je t'ai dit tout à l'heure que ça me faisait chier. Parce que pendant les répétitions, tu m'as bien... Ouais, je t'ai dit j'en ai marre de la pitcher, mais vas-y. Alors en gros, HeroCorp, pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est donc une équipe de super-héros un peu vieillissants, un peu mis au rencard par l'agence à laquelle ils appartenaient, qui s'appelle l'agence HeroCorp. Ils sont mis au rencard parce qu'ils ont plus ou moins perdu leur pouvoir et ils sont quelque part dans un village du sud de la France ou pas d'ailleurs. On ne sait pas si c'est en France ce village. On sait non, mais non. Le seul lieu qui est vraiment localisé, c'est Montréal, mais après, c'est un peu abstrait. Exactement. D'où
Voilà. D'où notre lieu, Montréal, hein, tout ça, les pancakes, etc. Cet accent absolument génial. Et donc, il y a une menace dans cette saison 1, un grand super vilain qui s'appelle The Lord qui revient, qui reprend du service, et nos héros qui étaient au rencard, pour contrer cette menace, vont faire appel à John, qui est donc joué par Simon, et qui va venir dans ce village pour aider ses camarades super-héros. Mais je pitch très mal. Il y a des mecs qui passent tout le temps. Ouais. Et donc voilà. Ah, c'est très très québécois. Et donc en gros, c'est une série de 26 minutes en 15 épisodes qui est, bon, quand même, est-ce que c'est une comédie? Pas vrai. Si. Oui, si, c'est une comédie. Comédie d'aventure fantastique. Comédie d'aventure fantastique. Et Lionel a aussi un rôle important parce que tu es le chef de HeroCorp. Le chef de l'agence. De l'agence. De l'agence. Voilà. L'acteur de l'agence. Et le nom du personnage de Lionel, hein, c'est Neil. McCormack. Très bien. McCormack. En gros, ce personnage est donc c'est le chef de l'agence HeroCorp. Voilà. Dont le siège je est sais pas si ici j'ai envie d'en à parler. Et depuis le C'est début. mon jardin secret. Enfin, voilà. Ouais, c'est le chef de l'agence des HeroCorp. Très bien. Eh ben, écoute, merci d'être venu. Et donc, cette série, avec ses grandes qualités, ses petits défauts, elle a eu le mérite, en tout cas, de faire vraiment, d'apporter quelque chose de complètement nouveau dans le paysage audiovisuel français. Ça n'a pas été simple à produire une série comme ça. Simon. Non. J'imagine, avant d'aborder le côté un peu making-of et problème de prod, en gros, tes influences, tes grandes influences pour cette série. On pourrait croire que c'est les Strange, les super-héros, l'univers Marvel. Pas tant que ça. C'est pas ma génération. En fait. Moi, j'ai pas connu les super-héros par le papier, par les comics. Moi, c'est plus par le cinéma, en fait, par les Batman de Burton. Enfin, quand le premier est sorti, 89, j'avais 6 ans. Donc, plus le deuxième, d'ailleurs. Et voilà, et après, en fait, c'est très tard que moi que j'ai lu des comics, parce que j'ai un dessinateur, Olivier Perru, qui a vraiment une belle connaissance de ça et qui m'a fait lire que des trucs intéressants. Il y a aussi un délire de prod de chez Calt, qui est ultra fan d'Alan Moore, entre autres, et qui m'a fait lire, du coup, très tôt, Watchmen, V pour Vendetta, tout ça. Donc moi, j'ai connu que des belles choses dans les comics, en fait, mine de rien. Mais je suis plus un enfant de l'image, en fait, je crois. Enfin, des séries et du cinéma. Et effectivement, mes influences, ça serait... Mais j'ai mis du temps à les assumer pleinement, parce que je pensais que c'était juste des trucs d'enfance qui me Pour restaient gamin, comme ça. quoi. Ouais. Et en fait, je pense que même encore maintenant, au fur et à mesure de l'âge, et ben, c'est encore des films de chevet que je peux voir n'importe quand. Alors qu'il y a des films, t'achètes toujours un film où tu sais qu'il faut que tu le vois, mais... Il y a encore le blister, tu te dis, bon, je le mettrai un jour où ça ira bien, ou machin, tout ça, c'est un peu compliqué. Et là, non. Ceux-là, enfin, les Ghostbusters, Gremlins, Famille Adams, Men in Black, les Goonies. Les Goonies. C'est génial, les Goonies. C'est génial, les Goonies. Moi, mon père m'avait c'est enregistré génial, les bien Goonies quand j'étais môme, et je le matais chez Lionel, les Goonies en cassette vidéo. Donc, on peut dire que c'est ton papa, Lionel, qui est un peu en partie responsable de ta geekerie. Lionel, il m'a montré tout le cinéma de Spielberg. Et les Star Wars et tout ça. Ah, ça aide, Et c'est ma mère qui m'a emmené voir les Batman. Ouais. Parce que on est quand même dans une famille de gens qui travaillent dans le théâtre, subventionnés pas mal. Donc voilà, c'est aussi une autre démarche. Donc c'est à la fois voir les Goonies et à la fois aller voir des grands textes de grands auteurs. Voilà, c'est un mélange de tout ça. La technique me fait signaler qu'il fallait que Lionel s'avance un peu. Il ne s'est pas avancé comme ça, mais parce qu'on lui a demandé tout arrive en direct, les grogues arrivent. Explication, c'est quand même vachement bon esprit. Professionnalisme. Je vais mettre comme ça va? Alors justement, pour revenir sur l'influence des super-héros, déjà, elle est clairement assumée dans l'habillage de la saison 1 et dans l'habillage du DVD. Alors je fais une petite aparté tout de suite avant de parler de la saison 2 sur le DVD, qui est un super objet pour les fans. Pour avoir acheté en même temps que celui-là un autre DVD que j'ai trouvé pourri, je me suis dit, en voyant le tien, je me suis dit, là au moins on ne se fout pas de la gueule des gens qui ont aimé HeroCorp. C'est un combat, messieurs. Ils ont un vrai objet. Il y a un habillage super sur les menus du DVD qui est très clairement la référence aux comics, c'est complètement assumé. Et en plus super bien faite, c'est-à-dire c'est des pages de comics qui sont mises comme ça en perspective et on a les cases de BD qui en fait représentent tous les menus, les épisodes, les bonus. En plus c'est truffé de bonus, il y a des bonus sur les épisodes et il y a des bonus sur un DVD
qui est un DVD spécial bonus. Donc beau cadeau enfin, voilà, de Noël à faire. Ouais. Non mais en plus, vraiment graphiquement, je trouve que c'est super bien moi, pensé. Je fais une aparté sur le générique des records, parce que c'est vrai qu'Olivier Pérus, c'est ça l'illustrateur. J'ai vu son blog, j'ai regardé son blog qui est vachement bien. Il fait un travail super, et le générique, vraiment, il est absolument génial. T'as vu celui de la saison 2 ? Oui, aussi, et ça déchire. C'est vraiment top. On a encore plus poussé le truc. Alors, mais juste une question sur la saison 2, je sais qu'on n'est pas encore dans le sujet, mais... tout le monde n'a pas éteint son portable, il y a un truc que j'ai vraiment adoré dans la saison 1, c'est qu'il y a certains moments, par manque de moyens, où tu n'avais pas de quoi faire des effets spéciaux, et tu remplaces la scène par une case de BD, et tu reviens sur la scène. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir plus dans la saison 2 ? Parce que moi, personnellement, j'adore cet effet. Ouais, c'est vraiment génial. En illustration, parce que je trouve ça bien. Et c'est pas forcément par manque de moyens, parce que donc il y a quelqu'un qui fait des glaçons, visiblement. Voilà. On est dans un restaurant. Qui tire la chasse on est à Montréal. C'est froid, glaçons, Montréal, hiver. Québécois et voilà. En fait, dans l'univers des records, le passé, l'histoire, tout ça, c'est des dessins. C'est-à-dire que les comics sont en gros c'est les livres d'histoire de... Ouais, enfin c'est des journaux. Ouais. Et en fait, c'est les archives après. Ouais, tu fais les flashbacks en fait. C'est comme ça que ton personnage apprend un peu le passé de sa tante et compagnie. Un flashback. Ouais, mais c'est comme ça qu'il apprend l'histoire un peu, qui tu es aussi. Complètement. Et Lionel, je voulais juste savoir. Mais je voudrais poser une question. Oui. Avant. On est vachement proches. Mais moi, je suis bien, on se tient chaud, parce que là, on est en train de boire du grog, parce que ça pèle, on est dans l'entrée. Oui, mais c'est un Jérôme. Oui, mais il n'a pas l'habitude, Jérôme. Je me demande s'il ne tente pas une approche. Oui, cher Lionel, ma question c'est, est-ce que vous étiez familier de tout cet univers-là ? Super-héros, la mythologie des super-héros et tous ces codes ? Pas des BD, pas des comics, mais c'est vrai que... Excusez-moi, c'est moi, un petit renvoi, excusez-moi. Non, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu Star Wars, il y a eu Batman, et il y a eu Superman surtout. Le premier ? C'est le premier. Oh, une tuerie. Alors c'est vrai que c'était pas lui, c'était son frère, Jean Moulin. Mais d'abord, c'était fascinant parce que c'était la première fois qu'on les voyait voler correctement. Ouais. Et d'ailleurs, la pub de l'affiche disait You believe a man can fly. Ouais. Et moi, j'avais adoré, par exemple, le Superman où il était méchant. Et parce qu'il était méchant, son costume était terne. Superman 3. Ouais. Formidable. Dans la décharge, là. Bah voilà, c'est vrai qu'il y avait voilà, tout d'un coup, on voyait, enfin, je sais pas, on avait l'impression que vraiment la BD n'était pas trahie, quoi. Elle était. Et quand votre fils vous a proposé le rôle de Neil McCormack, ça a été une évidence de dire oui tout de suite ou une obligation ou on ne peut pas dire non à son petit. On fait du people. Non, de toute façon, mais de toute façon, c'est vrai que moi, on aime bien travailler ensemble. Moi, je pense que c'est même certainement l'endroit où on travaille le mieux, parce qu'il y a une complicité qui est longue, forcément. Enfin, en tout cas, longue, elle a au moins 26 ans. Encore. Si, voilà, dans 15 jours. Dans 15 jours 31 décembre. Mais voilà, oui, effectivement. Oui, je trouve que c'est vieux, ça nous donne un gros coup de vieux. On cultive depuis longtemps, on a un fond commun. Il y a une tornade qui se prépare, les mecs. Excusez-moi, c'est mon oncle. C'est mon oncle qui... Des problèmes gastriques un peu réguliers dans ce clan Astier que nous essayons de résoudre ici dans Scuse et nous y parviendrons, bien sûr. Donc oui, voilà. Donc il y a un fond commun d'humour et ce sont des choses qui sont agréables à jouer avec cette distance-là et cet humour-là. Ouais. D'accord. On parlait de l'économie de cette série parce que bon voilà, donc c'est une série de 26 minutes. Avec une ambition qui est de raconter une histoire de super-héros avec 3 francs 6 sous. Tu me disais pendant que nous préparions cette émission que, en gros, un épisode de Braco, ça peut faire, ça finance toute une saison. On peut faire toute une saison d'Herocorp avec un épisode de Braco. Et en fait, je crois que je me suis trompé parce que je crois que c'est encore pire que ça. Parce que j'ai vu un reportage sur Pigalle la nuit. Ah bah. On a rencontré Hervé au tournage. Très gros financement Pigalle la nuit. Ouais. Parce qu'on a rencontré nous avec Scud Hervé Armar. Mais oui, c'est effectivement, il y a du monde. À mon avis, je pense qu'avec 2 épisodes de Pigalle la nuit, ou de Braco, tu fais 2 saisons ou 3 saisons des records, je pense. Alors, sans rentrer dans les chiffres, t'as eu du mal à la faire financer. À part Comédie, il y a eu d'autres coproducteurs. Comédie France 4. Comédie France 4. Et Universal qui a mis des billets dedans aussi. Ce qui est quand même assez bizarre parce qu'en fait, il y a beaucoup en tout cas des séries dont on parle qui ont beaucoup plus d'argent, où l'argent ne se voit pas, c'est-à-dire il doit passer dans les salaires ou dans les cachets, alors que là, il n'y a pas d'argent et on a l'impression qu'il y en a. Donc, en quelque part, ça dépend tu es en train de tout foutre en l'air, parce que on va penser qu'à la télé, on peut. En fait, c'est le risque. C'est bien, Si, c'est vraiment un risque parce que du coup,
quand tu montres que c'est possible, du coup, après, les gens disent, bah ouais, c'est possible, donc pourquoi est-ce qu'on t'augmenterait? Ouais. Puisque tu peux le faire avec ça. Et parce que, alors, moi je peux dire un truc Non, pas là. Non, en fait, ce que je veux dire, non. Non, parce que je pense qu'en fait, il y a beaucoup de séries qui sont montées. Effectivement, plus il y a d'argent, moins on se pose de questions. C'est curieux, mais c'est comme ça. Moins il y a d'argent, plus on a envie d'assurer. C'est-à-dire que pour faire HeroCorp, tu m'arrêteras si je dis une connerie, mais je pense pas, on est obligé de monter une équipe béton. Ce qu'on ne prend pas la peine de faire quand il y a plus d'argent. Parce qu'on prend des professionnels et on pense... Mais c'est pas parce qu'on réunit des talents que forcément ces talents-là vont se trouver. C'est-à-dire qu'il y a encore autre chose qui compte pour se trouver. C'est-à-dire qu'il faut qu'il vraiment y ait un feeling qui passe, quoi. Lui, il est obligé de trouver du feeling avec les... Voilà, hein, si je ne pense pas dire de conneries en disant disant ça. Il y a un côté bande parce que c'est vrai que les gens... et ça se voit à la fin. Tous les gens sur HeroCorp donnent beaucoup, en fait, au projet parce que forcément, tu as... Pour 3 postes, tu as 2 mecs, donc forcément tout le monde se file un coup de main. Les comédiens portent des pieds de projo sur HeroCorp. Ouais, voilà. T'as pas le comédien dans ses caravanes qui débarque pour faire sa prise. Parce que moi, j'ai pas envie de travailler comme ça. Voilà, oui, ça, il n'y a pas de caravane, ça c'est sûr. Mais de toute façon, HeroCorp, c'est un truc aussi, c'est un projet, beaucoup de producteurs et beaucoup d'artistes, même si le mot est très pompeux, auraient refusé de le faire avec un tel budget. Parce que du coup... il l'aurait fait, ou alors il l'aurait fait à Paris en studio, sur fond blanc, en bétanume, éclairé pourri et tout. Et nous, on a voulu le faire. Donc c'est une vraie volonté, parce que personne gagne vraiment d'argent sur ce truc-là, mais c'est une vraie volonté de faire un truc. Le manque de moyens, c'est ce que tu dis d'ailleurs dans les bonus du DVD, vous a poussé d'ailleurs à tourner dans le sud de la France, non? Parce qu'au début, vous vouliez quand même tout tourner à Montréal ou pas? Ça coûte cher. Ah oui, non, si, au tout début du projet, on voulait faire ça à Montréal. Après, du coup, D'où notre présence à Montréal. Ça n'a pas pu se faire, donc du coup, moi j'ai cherché l'inverse des buildings, des super-héros dans leur milieu. L'inverse, c'est comme la Lozère, isolé de partout, et c'est dur d'y aller, c'est dur d'y rester, c'est dur de... Enfin, tout est dur en Lozère, et donc du coup, c'était quand même pile l'inverse pour des super-héros. C'est intéressant de les foutre dans cet environnement-là. S'il faut signaler, une petite parenthèse, aux Québécois, que l'inverse du Québec, c'est la Lozère. C'est important parce qu'ils ne le savent pas. Oui, maintenant ils le sauront. Ils ne le savent pas. Le Grand Nord, la Lozère. Voilà. Mais d'ailleurs, la région de Languedoc nous a aidés. Jack London et Stevenson. Parce que... Je parle de la région Languedoc, excuse-moi, c'est hyper important. Où je suis né là-bas. Voilà, nous on est de là-bas. Et ils nous ont aidés. C'est-à-dire que vous parlez de Comédie de France 4 et d'Universal, mais il y a aussi la région Languedoc qui nous a aidés. Ah oui, non, d'accord. Qui nous a copieusement lâché en saison 2, mais qui en première saison nous a vraiment aidés. Et voilà, enfin, c'est tous ces gens-là qui amènent très peu d'argent, mais au final, pour nous, pas très peu d'argent, ça permet de monter le projet, payer les chambres d'hôtel et tout ça, quoi. Moi, j'ai une petite question, parce que c'est l'impression que ça m'a fait en regardant HeroCorp. On a l'impression que tu as filmé dans des endroits aussi de ton enfance, que ce soit les maisons. Est-ce que c'est des endroits où vous avez passé des vacances Est-ce que tu avais des images en tête d'enfants Oui, parce que l'Écosse là-bas, cette espèce de grande montagne pelée à perte de vue, là, ça, c'est des souvenirs d'enfance que j'ai avec Lionel et ma mère et tout ça. Ça, c'est vraiment des trucs qui m'ont marqué. Au même titre que Batman, quoi. Enfin, c'est que des images d'enfance, mine de rien. Ouais. Ces trucs-là. Et mélanger tout ça, en plus, dans HeroCorp, il y a des personnages qui, voilà, qui viennent. La Tante Marie, elle a vraiment une vraie signification pour moi. Enfin, il y a plein de trucs qui viennent très sincèrement de mes souvenirs et de ma sensibilité à moi, un peu intime. Et de toute façon, ce projet est fait de tout ça, quoi, d'une vraie volonté sincère de faire un truc un peu différemment, de l'amener. C'est un vrai labo parce qu'on est sur Comédie France 4, donc il n'y a pas trop de contraintes, il y a juste des gens avec qui on discute, on essaye des trucs et machin. Là où on évolue, c'est qu'en saison 2, on fait plus de feuilletonnants et que c'est ce que je voulais depuis le début. Et que, vu l'écriture et vu, voilà, je pense que la série gagne quand on fait du feuilletonnant. Parce que moi, j'aime ça, le feuilletonnant à mort, voilà. Parce que, excuse-moi, sur la saison 1, ils ne voulaient pas du feuilletonnant Moins. Parce que ça se regarde quand même en feuilleton, enfin à la suite. Si oui, mais on va te dire que tu peux t'arrêter facilement, je pense. C'est pas. Ouais, il y a quelques épisodes qui sont un peu stand-alone, mais. Ouais, il y en a quand même 2-3. Stand-alone. Excuse me. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que, le feuilletonnant était vraiment le cul entre deux chaises. Ouais. Et la répartition des genres entre la place de la comédie au milieu du truc, tout ça, enfin, c'est hybride, il fallait le créer, ce truc-là. Alors, une fois que tu l'as créé, ou alors t'arrêtes, tu te dis machin, mais comme on voulait continuer et qu'on s'en foutait de ne pas gagner de pognon sur une saison 2, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut améliorer le truc, comment est-ce qu'on peut aller plus loin.
qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on garde, parce que c'est vraiment un labo et je trouve ça vachement intéressant. Mais tu dis le cul entre deux chaises, et c'est vrai que moi, si je dois me faire l'avocat du diable, parce que c'est un peu normal. Surtout avec ta voix comme ça, ta merde. Bien sûr. C'est que effectivement, il y a parfois une schizophrénie de la série, tu vois, entre eux. En effet, c'est pas évident d'arriver à trouver le ton juste entre des moments de pure comédie et quand même une dramaturgie qui est plus ou moins assumée, quoi. C'est-à-dire, il y a une vraie menace, un super vilain. Bon, et on sent qu'à certains moments, ça n'a pas dû être simple de faire le choix, de trouver le bon ton, de trouver le ton juste. Je ne sais pas si maintenant tu regardes avec un peu de recul cette saison 1. Oui, bien sûr. De toute façon, je l'ai fait avant de faire la saison 2. Quelle impression tu as par rapport à ça? Franchement, je crois que ce que j'aime bien dans la saison 1, c'est que même si c'est la critique qu'on a la plus souvent et on la connaît, c'est qu'on prend le temps de raconter les choses et Record, dans ma vision, ce n'est qu'une accélération de tout. Et en fait, on commence sur un village avec une menace ciblée, avec des gens qui ont arrêté, machin, et on fait que reculer. On fera que reculer la caméra pour avoir vachement plus d'ampleur à chaque fois, que ça s'accélère et que mine de rien, ces gens, nous on prend les super-héros à une époque où ils ont terminé leur travail parce qu'il n'y a plus de raison d'être un super-héros dans les records. Ouais. Et c'est ça la série, c'est le retour à un nouvel âge d'or des super-héros et un retour aux armes de ces mecs-là. Donc en gros, moi j'aime bien le rythme, mais ce que j'aime bien, peut-être quand tu parles de concierge ou machin, moi ce que j'aime bien quand même, c'est que le premier épisode, on est du point de vue de John, on est derrière son épaule, donc tout peut être inquiétant de ce truc-là, donc on est un peu dans un genre un peu fantastique, tout ça. L'épisode 7, c'est vraiment un épisode de série B assumé à mort avec la contamination des mecs qui ont les yeux qui brillent, machin et tout. C'est voyager entre les styles, tout ça, avec une cohérence dans le ton, je pense, plus que dans les... Parce que j'aime bien, après, le premier degré et tout ça, c'est quand j'ai mis l'histoire en avant dans la saison 2, en assumant plus le premier degré, quitte à prendre plus de risques, parce que mine de rien, je trouve que dans les séries françaises, il n'y a pas souvent de premier degré, ou alors il est risible, mais voilà. Il a dit risible. Non mais voilà, après c'est... Mais moi je trouve pas que ça se prend trop au sérieux, heureusement, parce que sinon là ce serait vraiment horrible. Ça se prend pas au sérieux. Oui, mais cela dit, comme il dit, il y a un ton un peu plus... Moi, c'est comme ça que je l'ai reçu en voyant les 7 premiers épisodes de la saison 2. On a l'impression qu'il y a quand même un premier degré plus assumé. Oui. On reste dans la comédie, mais quand même, tu vois, c'est plus sombre. On est Moi, toujours sur la tranche entre basculer, avancer l'histoire au premier degré, après on passe par un crochet de comédie, on revient sur un truc qui fait flipper, on revient sur un coup d'aventure et on passe et voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas simplement... Enfin, moi je l'ai pas senti comme ça de l'intérieur. Enfin, moi j'étais très peu présent sur la saison 1, mais... Il y a tout simplement, tout d'un coup, quelque chose il y a une maîtrise de son propre sujet, quoi. Moi j'ai l'impression qu'il y a ça. Bah forcément, aussi, après, quand tu fais les trucs, tu apprends ce que tu fais, quoi. Mais à deux. Non, mais tout d'un coup, tout est à sa place. C'est-à-dire que là, quand on a la projection des records de saison 2, dès le premier épisode, tout est immédiatement à sa place. C'est-à-dire l'humour, l'épopée, tout est là. Tout est là tout d'un coup et tout à sa place. C'est-à-dire qu'on sait exactement où on est, on a le droit de rire. Ouais. On a le droit de rêver parce que c'est quand même, il y a quelque chose d'épique. Voilà, c'est à sa place, qui n'était pas tout, qui était un peu plus hésitant dans la. Ils font les andouilles là-bas, je ne sais pas ce qu'ils font. Enfin bon, tout le monde s'en fout. Les Québécois me déçoivent énormément. Je voulais en venir là-dessus justement sur cette attitude québécoise là-bas. Très décevante. Et cela dit, je pense que quelque part, pour revenir à ce qu'on disait au début. Moi aussi, je peux le faire, ça. Attention. Moi, je peux le faire 2 fois. Ça veut dire qu'il va te couper la parole. Montréal, ne pas pouvoir le faire à Montréal avec la démesure, je parle du quartier des affaires, quoi, avec les buildings et tout ça, et prendre la Lozère, c'est pas tellement à l'opposé. C'est-à-dire que la Lozère, c'est nous, notre western en France. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des canyons, il y a des plateaux. De manière exotique, je trouve, quand même. Sauf qu'il y a ça reste exotique, la Lozère, parce que c'est, en plus, ce décor-là, ce village complètement isolé, sans goudron, sans rien, sans machin, sans truc, ça reste un truc, c'est un vrai décor fantastique, je trouve. Voilà. Et alors moi, j'avais une question au niveau visuel, parce que c'est une chose qui m'a surpris dans la saison 1, et ayant vu, sans spoiler, un petit peu de la saison 2, c'est l'arrivée des costumes. Dans la saison 1, ils arrivent assez tard, et notamment, par exemple, The Lord prend une dimension complètement différente dès qu'il est... Et en fait, je me demandais pourquoi les costumes, tu les as pas amenés avant dans la série. Est-ce que c'est un choix d'abord artistique ou simplement économique, ils n'étaient pas prêts? Non, ils étaient en train de les coudre. C'est un vrai choix, parce que c'était le début de la série, quoi. C'est-à-dire que ces mecs, ils n'ont plus de costumes, ils n'ont plus rien. Enfin,
Ils n'ont plus rien de super-héros. Et c'est aussi par l'arrivée de ce mec, par John, qui arrive et qui, mine de rien, va trouver sa place plus ou moins, parce qu'il la trouve pas vraiment en fait. Il est un peu là et pas là, et il fait les trucs sans forcément les décider. C'est un peu par défaut qu'il fait les trucs. Mais c'est aussi une fois qu'il est en place et une fois qu'ils vont y aller et que vraiment ils vont aller se battre, que là ils se disent mais quand même, il faut qu'on ressemble à des super-héros. Ouais. Et d'ailleurs, moi j'en profite pour faire une aparté parce que je suis un énorme fan de Capitaine Shampoing. Et un apartiste. Et un apartiste aussi. Et il a le plus beau costume avec sa cape en rideau de douche qui est absolument génial. D'ailleurs, j'aimerais officiellement lancer le fan club du Capitaine. Je trouve que tu devrais faire un spin-off. Il mériterait ce personnage d'être une série à part entière. Capitaine Shampoing est absolument génial. Il est bien. Il a une jolie histoire en saison 2 ce personnage. Alors justement, on n'en dira pas trop. Alors sans en dire trop, mais on dira un tout petit peu plus sur la saison 2 qui débute le 8 janvier sur Comédie. Ça fait 3 fois que je le dis. Ouais. Comme ça, Mais c'est ça, geleux c'est bien en fait. gelons. Le 8 janvier qui est un vendredi, c'est en prime time. Et en prime time. Le samedi, il y en a 2. Oui, mais le vendredi, on passe en prime time. En prime time. Parce que là, je suis quand même vachement de profil dans cette émission, mais là, je me mets de face pour dire vendredi en C'est prime les time. animateurs qui sont. C'est les invités, nous on est pro profil perdu. Les animateurs long de face. Melon énorme. Ça c'est internet, Lego. Non mais justement, on est là pour vous mettre un peu plus en avant maintenant qu'on a réalisé Et notre nous aussi, connerie. on est un peu de profil, puis on tourne la tête. On en sait plus sur l'agence HeroCorp et sur le personnage de Neil McCormack que vous jouez, vous Lionel, dans cette saison 2. Dites-nous un peu plus. Ah, je peux pas. Enfin, sur la. Alors, au tout début, apparemment, elle est pas si. Elle est un petit peu. Alors oui, il y a une chute de McCormack, c'est-à-dire qu'il perd. Il perd son influence, il perd son pouvoir. Enfin, il est chassé. Enfin, je peux le dire ça ou pas? Ah non, spoil pas. Mais il prend de l'ampleur en tout cas. On va dire que comme tous les personnages d'HeroCorp, il est sur le déclin. Voilà. Comme tous les personnages qui sont liés à cette agence, il est sur le déclin à sa manière. C'est-à-dire comme Captain Canada qu'on cite en... Gérard Courtemanche qui est à mourir de rire. Il est absolument J'ai dit génial. Gérard. Non, j'ai Gérard. Je rentre chez moi. Et à la fois, vous voulez un chewing-gum? Oui, merci. Pourquoi on pue de la... Non, mais parce que ça va faire du bruit dans le... Ça va s'entendre. Hein. Et oui, Michel Courtemanche, qui est cité en référence comme étant le dernier super-héros un peu en fonction, un peu efficace, même lui, on découvre qu'en fait, tous ces personnages, tous ces super-héros sont vraiment en fin de cycle, en fin de vie, en fin d'activité. Voilà, comme McCormack et comme cette agence. Et en gros, c'est ça, c'est l'agence qui est là depuis 20 ans. Tout était bien il y a 20 ans dans cette agence. Ouais. Mais maintenant, il n'y a plus grand-chose qui reste d'intéressant. Et c'est un peu l'objet de la saison 2 aussi. C'est la remontée de certains et la descente d'autres. Et sans spoiler, là encore, on en apprend plus sur le. T'as une voix qui fait un peu peur. Oui, c'est une voix à la Barry White. Ok. On en apprend un peu plus sur le personnage de John, son passé. Voilà. Mais comme je te disais hier au téléphone, On échange beaucoup. on s'appelle beaucoup. Les potes. On se fait un méchoui demain. J'ai essayé, et ça a marché sur une personne. Hein. Donc j'ai essayé quand même de faire un personnage principal dans une série, la saison 1 d'une série. On traite d'un personnage principal, à la fin de la saison, on se rend compte qu'on ne sait rien sur lui. Là, tu parles de John. D'accord. Voilà, et je rêvais qu'on me dise, mais en fait, on ne sait rien de ce mec-là, et on me l'a dit. Donc je suis assez content, parce que c'est vrai qu'il est censé venir pour enterrer sa tante, donc rester 3 jours, et en fait, il reste 3 mois. Ça, c'est dans la saison 1. Ouais, et il ne fait jamais signe à sa vie d'avant. On ne sait pas du tout ce qu'il a quitté. Ouais, on sait juste qu'il a un peu de pognon dans une trousse de toilette, un peu beaucoup de pognon, voilà, on ne sait pas d'où ça vient, machin, et mine de rien, on ne connaît rien sur lui. Mais il devient quand même leader, machin, par défaut, tout ça. Il a des pouvoirs un peu qui lui arrivent, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quoi ça s'arrête. Quels sont ses pouvoirs exactement? Dans la saison 2, tout est expliqué, c'est-à-dire qu'on est vachement sur le personnage de John. On traite beaucoup différemment les personnages dans la saison 2, mais ce qui se passe sur John, c'est qu'au lieu d'avoir des préoccupations de super-héros, il a plus des préoccupations intimes, et on voit que c'est lié à ses pouvoirs, et qu'il a un héritage lourd de sa famille, et que on comprend d'où viennent les choses, et on en apprend plus sur lui par des flashbacks de différentes époques de sa vie, et voilà, et on comprend pas mal de trucs, et on voit pourquoi il est comme ça, et on voit qui il est vraiment, en fait. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on dit un mot sur le petit caméo d'Alexandre? Disons un mot sur le caméo d'Alexandre. Voilà, Alexandre, ton frère, qui a gentiment accepté de faire une petite participation. Ouais.
Voilà. Donc il est en saison 2. Voilà. Et donc en fait, bon, bah, il a fait une participation, c'est-à-dire que cette participation, c'est Alexandre. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, Il a ce qui dit est oui, bon, il a c'est dit de le oui. laisser faire en fait. Il est dans la saison 2, il fait un rôle sympa. Il fait ce qui pourrait être le cousin de Chauve-souris Man, Chauve-souris. Il est génial. Qui est joué par Chauve-souris, Jonathan Lambert. Ouais. Jonathan Voilà, Lambert. ça serait à peu près son cousin. Il arrête pas de faire des petits gestes bizarres. Ouais. C'est pas trop ce qu'il a. Bah, il se réveille, quoi, il s'étire. J'adore surtout ses ailes. Quoi. Ouais. Moi, j'ai bien Magnifique. aimé Captain Bolognaise et Captain Caledoni. Bologno et- Bologno non, mais qui attends, ouvrait le plus un fort, restaurant. Attends, le plus J'aimerais fort, bien les c'est voir. Captain Shampoing, je suis désolé. Non, mais C'est le eux, meilleur. on les voit pas, Captain ils sont Shampoing. juste cités, mais c'est l'idée, ils ouvrent un resto qui marche bien. Il y avait une question qui. Alors, juste dans Scuds, je sais pas si Sur on le nombre dit de tout de suite. saisons, c'est toi qui voulais parler de ça? De quoi? Le nombre de saisons, tu as prévu de faire combien de saisons? Ouais, c'était la question de Jérôme. Oui, non, mais attends, de toute façon, on Non, pose les questions qu'on veut. Hein. Ouais, t'as prévu combien de saisons à Aérocorp? A priori, Je me demandais aussi. Non, 7. mais je l'avais pas. Vous avez entendu, les Sept. gars 7? Ouais. 7 saisons? Mais c'est signé? Non, T'as le chèque? moi en tête, j'en ai 7. Je suis Ah en oui, train d'essayer de d'accord. signer la 3, mais enfin, pour pouvoir aussi raconter une T'as histoire. fait d'histoire pour cette saison? Bah oui, parce que pour une série feuilletonnante, il faut quand même poser un peu des Ouais. jalons. Enfin, dans la 2, dans le final de la 2, je pose beaucoup de trucs qui font un peu tout exploser, donc ça m'ouvre sur beaucoup de choses. Et vraiment, HeroCorp, ça raconte l'histoire d'un nouvel âge d'or des super-héros. D'accord. L'avènement de ça. Et au cinéma, possible ou Ouais, ce t'aimerais serait- bien ce serait mortel. Ouais. Ce serait mortel. Oui, ça serait super, quoi, de faire un film de super-héros français. Mais pas slipé collant, quoi, un vrai film de super-héros Ouais, français. ouais. Toujours avec de la comédie, parce que je trouve que ça va bien à HeroCorp, mais ça serait cool, quoi, de faire un vrai film d'aventure, mais même pas que de super-héros, de faire un vrai film d'aventure français, ça C'est un serait peu le génial, désert quoi. là-dessus. Moi, On j'adorerais a faire pas ça. grand-chose, hein. Mais je suis en train de réfléchir à plein de trucs, moi, pour essayer de faire des trucs comme ça. Et, Attention. D'accord. Et t'avais pas un projet de série de science-fiction à un moment aussi Si, toujours. Série dans l'espace, là Ouais, j'ai ça. J'ai un projet de série aussi qui se passe dans un studio de SF américain, Un studio de SF. qui tourne D'accord. une série qui se passe dans l'espace aussi. Voilà, Intéressant. j'ai des projets. Pour l'instant, c'est HeroCorp. Ouais. Voilà. Et Pas une aller impression plus qu'on vite, a souvent en regardant HeroCorp, je sais pas si toi tu regardes des web-séries qu'il y a aux États-Unis, Pas tellement. genre The Guild, il y a vraiment ce ton très expérimental justement de série. Est-ce que tu as des idées peut-être d'expérimenter des choses sur le web ou de profiter un peu de ce nouveau média c'est pour faire des prévu. choses C'est prévu. Ouais, Je tourne en février en fait la webfiction d'HeroCorp. Ah, il y a d'accord. une web fiction Eh ben, qui sera c'est diffusée la comment? nouvelle. Elle sera diffusée en podcast. Oui, je pense. Ouais. Je pense. Enfin, j'espère. Enfin, on va faire un blog. Mais en même temps, je peux le dire. Mais Oui, tu peux, bien sûr. Il y a déjà un blog. En on gros, va afficher c'est- l'adresse. j'ai essayé de bâtir HeroCorp, qui est une toute petite série très confidentielle, sans argent, au fin fond du câble et de la TNT, et de faire une jolie BD. Pas un produit dérivé, mais la BD qui raconte de la vie de ces personnages à l'époque où c'était des grands super-héros, donc un vrai comics dans les buildings, pour le coup, où les héros, c'est les parents de John, de prévoir un support sur le web, mais pas juste un relais des infos, une vraie webfiction avec un vrai blog, c'est-à-dire que c'est un truc. En gros, c'est deux journalistes qui enquêtent sur les super-héros et qui pensent avoir trouvé. D'accord, ouais, donc c'est Une une espèce série de- sur la série, enfin, ça Voilà. va être une mise en abîme de. C'est de c'est des l'ensemble. mecs qui enquêtent sur des super-héros Sur le dernier mot de John. qu'ils non auraient potentiellement vu quelque part dans Et ça démarre. Ça va démarrer, je sais pas, le temps de le faire, on tourne en février, donc je sais pas, D'accord. j'ai envie de dire au pire au début de vraie l'été. info, quoi. ça. Et on Ah verra, ouais, ça, c'est une vraie info. et on verra du casting de HeroCorp. Ouais. D'accord. Ah, Donc c'est génial. vraiment des épisodes tournés spécialement pour le web et non pas des web Exactement. remontés de. Non, c'est un truc fait pour le web et Ici à Montréal. ici à Montréal. Toujours à Montréal. Et Et les. Lionel il sera dedans. Je sais pas. Ça, c'est des tractations. Je sais pas. Ça dépend du Lui cachet. non plus, c'est ou- pas. Mais, Ah bah moi non plus du coup. Parce mais que les je gens savais pas que ça se d'HeroCorp tournait. seront plus dans le décor, on va dire. Ceux qu'on connaît. Ouais. Voilà. Parce qu'on va enquêter sur eux pour le coup. Bah tout ça c'est hyper intéressant. Alors moi, C'est hyper Je trouve ça hyper intéressant. Ah ben Non, nous, mais justement, clairement. je C'était très rebondis intéressant. sur l'idée de diffuser sur le web, ce sera gratuit, j'imagine. Enfin, remarque, Bien j'en sais sûr. rien, ouais. Justement, sur le. Est-ce que tu sais si la saison 1 est piratée ou Extrêmement. Extrêmement. Ah, mais extrêmement. Parce c'est- que alors ça, c'est un phénomène qu'on voit vachement aux États-Unis. Des séries qui floppent un peu à la télé sont extrêmement téléchargées.
Et justement, on sent bien, enfin nous c'est une conviction qu'on a chez Scud, qu'il y a une déportation de certaines personnes qui regardaient autrefois des séries à la télé, qui se mettent de plus en plus à les regarder sur le web. Donc, alors c'est vrai que les modèles économiques n'existent pas encore sur le web, ils sont difficiles à trouver, mais on sent bien. Et nous, c'est vraiment, je crois qu'on était tous les trois d'accord sur HeroCorp. C'est une série qui a un côté web, justement, par son côté osé. Ça fait pas télé, quoi. Ça fait labo. Bah, c'est le but. Il faut aller la chercher. Et enfin, déjà, ça nous fait rencontrer un public qui est vachement intéressant. C'est un public qui est plutôt connaisseur et qui donne plutôt du crédit à ce qu'il trouve en général. On a vraiment une communauté de fans qui existe déjà. Mais il y a aussi les gens qui, bizarrement, donnent vachement de chance aux produits, je vais te dire. C'est-à-dire qu'ils regardent le truc et ils vont jusqu'au bout pour se faire un vrai avis. Même si au début, ils le trouvent mou, machin, ou ça les fait pas rire au visuel, les gens vont jusqu'au bout. Parce que quand ils découvrent un truc, je pense qu'ils aiment bien ça. Le truc, c'est qu'après, il y a des réalités... Moi, c'est pour ça que j'ai fait un DVD comme ça, quoi. C'est que je voulais un objet. Parce que l'objet, c'est pas ça. Ça, c'est pour la promo, parce qu'il faut mettre des machins. Mais l'objet que je voulais, moi, c'était ça, en fait. Voilà, juste un truc dans une DVD qui a un peu de gueule. Qui a de la gueule. On s'est cassé le cul à le faire parce que je pense qu'aussi ce public-là aime bien les objets. Oui. Voilà, comme moi, j'aime bien les objets. Mais en même temps, moi, je pirate pas. Tu peux le laisser sortir. Il y a aussi des gens. Il y a aussi des gens qui piratent et qui achètent. Ça, c'est le marketing. On a souvent eu ce débat, nous, dans Scud. Les choses sont compliquées à comprendre, mais c'est vrai que, paradoxalement, il y a plein de gens qui piratent et qui achètent. Mais quand on croise des gens dans la rue qui nous arrêtent, machin et tout, on leur demande. Enfin, le réflexe, c'est de dire comment vous avez vu la série. Franchement, 2 personnes sur 3, c'est par le piratage. Bah, écoute, je vais te dire honnêtement, moi, quand ça fait déjà plusieurs mois, on a évoqué l'idée de faire un sujet avec toi sur HeroCorp. J'avais pas le DVD, il n'était même pas sorti à l'époque. Et j'avais pas encore, Philippe avait les DVD presse, je les avais pas vus. Donc juste pour me faire une idée, je suis allé voir en streaming. Parce que, bon, tu le sais, et j'en fais pas la pub parce que c'est vraiment une connerie. J'ai regardé le premier épisode en streaming. Honnêtement, ça ne vend pas la série. Et dès que j'ai eu le DVD, d'un coup, ça a pris vraiment une autre ampleur de voir l'image. J'ai un écran assez sympa en HD, même si c'est un DVD qui n'est pas en HD, mais d'un coup, non, c'est vrai, j'ai des images pour le prouver. Mais d'un coup, de voir l'image sur une belle télé avec un support DVD, une belle compression, d'un coup, ça prend une autre gueule. Donc vraiment, je conseille aux gens qui ont fait l'erreur de le regarder sur un tout petit truc tout pourri, compressé avec les pieds, avec de la pub partout autour, enfin, c'est une vraie merde, vous perdez 90% de l'intérêt de la série. Parce que, on l'a dit, qu'on a une série qui parle de ce qu'on aime. Il y a des images qui valent vraiment le coup d'être vues en bonnes conditions. Surtout, en fait, après, je pense que les gens qui piratent, il y a quand même les gens qui sont vraiment plus jeunes que moi, qui maintenant, ils sont nés avec le piratage, donc ils se posent même plus de questions, c'est une évidence. C'est vrai que moi, je pirate pas parce que j'aime bien regarder les trucs dans des bonnes qualités. Avec le Blu-ray aujourd'hui, en plus, on peut vraiment se rapprocher d'une très 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 bonne qualité. Il y aura un Blu-ray ou... Si ça marche. Si ça marche, il y aura un Blu-ray, d'accord. En même temps, je préfère... Enfin, moi, j'ai pas envie de faire un Blu-ray sur la une parce que j'ai pas les matériaux nécessaires. D'accord, t'as pas la vidéo. Faire un vrai Blu-ray, pas faire des bonus en HD, sinon c'est juste un upscale pourri et ça n'a aucun intérêt de faire un Blu-ray pour le coup. Non, mais c'est respectueux de le dire déjà parce que... Non, mais l'image du DVD est déjà de très bonne qualité sur la télé HD. Il y a une super compression universelle, ils ont vraiment des super beaux. Mais enfin, juste pour finir sur le piratage, c'est que le piratage, je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais tue les gens comme nous. C'est-à-dire qu'il ne tue pas les très très gros. Harry Potter passe de, je sais pas, de 700 000 à 400 000, parce qu'il y a quand même moins de 30% de vente à cause du piratage sur la nouveauté, mais le piratage tue les gens comme nous. Voilà. C'est clair parce que dans les contrats, dans les MG, ce qu'on appelle les MG, c'est-à-dire que quand on fait une série, qu'on la vend à une chaîne, il y a un distributeur qui met de la thune, qui met une avance sur recette, bien sûr, qui nous permet de financer la série, de boucler le financement souvent. Et ben les petits comme nous, on a moins de MG ou plus de MG parce qu'il y a du piratage et que ça vend moins. MG, c'est pourquoi? C'est quoi? C'est de minimum garantie. Minimum garantie. D'accord. C'est-à-dire que quand tu vends un truc, il y a des gars qui vont décider, je vais en vendre tant. Sans avoir vu quoi que ce soit, ils vont dire j'en vends tant ou pas. Et en fonction de ça, ils vont débloquer des budgets de pub et de promo. Logique. Donc on le dit directement aux speeders, mettez de l'argent ici avec Simon. Ça évitera qu'on ait plus de Joséphine Ange Gardien à la télé française et qu'on ait plus... Voilà, on n'a rien contre elle, mais un peu quand même. Et qu'on ait des... Mais elle vend pas beaucoup de DVD. Je sais pas.
Oh, ils doivent en vendre. Mais je quand crois même, pas. hein. Non, honnêtement, je crois pas. Ah bon? Enfin, j'en sais rien. Par exemple, Plus belle la vie ne vend pas beaucoup de DVD. Ah ouais. Quoi donc? Plus belle la vie ne vend pas beaucoup de Mais en DVD. même temps, c'est un soap. Du coup, enfin, Moi, ça C'est important de m'étonne dire pas. ça, non? C'est important de dire ça. Non, mais par rapport à la télé. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on regarde à la télé qui font des cartons au moment de l'audience, mais qui quand même ne sont pas suivis d'achat. Ce qui veut dire que c'est un Big Mac, c'est-à-dire c'est une consommation immédiate, c'est du sucre rapide, c'est-à-dire 10 minutes après on a oublié ce qu'on a vu. Tu tombes dessus. Et puis il y a des objets, je vous montre celui-là mais il y en a d'autres, il y a des choses qu'on a envie de ramener chez soi, d'avoir chez soi, de revoir. Non mais c'est important pour les producteurs qui sachent ça quand même. Voilà, il y a des audiences de 3 millions contre Joséphine qui va faire 10 millions, mais il n'y a pas un DVD de... Voilà. 10 millions. Donc Lionel Astier, le directeur de casting de Plus belle la vie, c'est mort. Hein. Tant pis. Hein. Ils m'ont proposé, ils m'ont demandé de jouer dans Plus belle la vie, bien sûr. Mais c'est Mais scoop tu as sur refusé. scoop dans ce scoop. Ils m'ont demandé. Il y a combien de temps? Il y a 6 mois. Alors? Je réfléchis. Ah, il est fort, il est trop. Bon, Moi, je trouve ça facile de chez son Plus belle alors, la vie, quoi. alors, Moi, Plus belle la Non, mais vie, j'ai rien je tiens. non, mais on n'a rien contre eux. Non, Mais non. Non, mais Plus belle la vie et Joséphine Ange Gardien, ça fait des cartons d'audience. Moi, je pense que le jour où je ferai un carton d'audience supérieur à Joséphine Ange Gardien, j'ouvrirai ma gueule. Mais c'est vrai que pour l'instant, je trouve ça vraiment... le public français aime ce truc-là. Donc peut-être que nous, on se dit, ouais, mais les super-héros, plutôt que de faire une série sur un flic qui est divorcé et qui essaye de récupérer sa fille tout en arrêtant un mec qui vole des millions et machin, dans les scénars qu'on connaît, voilà. Peut-être que c'est ça aussi qui plaît, peut-être qu'on est complètement obsolète de faire un truc comme ça qui va se vendre à 2000 exemplaires et tout ça. C'est pour ça que HeroCorp les mecs mérite vont d'être trouver ce qui défendu marche parce que aussi, c'est une quoi. prise de risque. Oui, c'est une prise de risque. Ouais, c'est une vraie envie Il y a quand de même, raconter des histoires. aussi à la télé, il y a deux manières d'en faire. Enfin, moi j'en connais deux. C'est les gens qui se regroupent un matin pour faire un brainstorming en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire qui marche. Et puis il y a des gugus, hommes ou femmes, qui se pointent, comme lui, comme d'autres, qui se pointent, qui ont une idée. Ils n'ont pas qu'une idée en général, ils ont un monde avec eux. C'est-à-dire qu'ils sont capables de développer ce truc-là. Quand on leur dit, mais où est-ce que vous avez encore des idées pour la saison? Mais non, mais j'ai des idées, bien sûr, c'est mon projet. Ils portent un monde avec eux. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il y a les directeurs de chaîne qui cherchent des idées, et il y a ceux qui ont l'intelligence de chercher des gens porteurs d'idées et porteurs d'un monde. Moi, je pense que... alors, nous, on a la faiblesse dans la famille, je pense, de penser qu'on aime on aime les histoires bien racontées, bien jouées, où celui qui la raconte et celui qui l'écrit sert les gens comme il aimerait être servi, c'est-à-dire nous on fait ce qu'on aimerait voir. En gros. Mais c'est pas toujours le cas à la télé. moi, je dis bravo. Moi, je suis très ému. Ça, super. Il a été super. Bon, il faut qu'on. Ça fait un moment qu'on jette. On n'a même pas abordé le côté geek du clan Astier. On quand même en gros. Et ça fait au moins 20 minutes qu'on n'a pas bu de grog. Enfin, non, là ça manque de grog. Les grogs sont froids. Josiane, vous voulez bien nous apporter un grog? Sinon, il faudra revenir pour une autre émission pour parler écrit. Mais très rapidement. En tout cas, très rapidement, ce qu'on peut dire sur les Astiers en général, c'est qu'on voudrait vraiment vous remercier parce qu'il y a peu de productions qui nous parlent à nous, et que ça soit Kaamelott ou HeroCorp, et tous les projets futurs que vous avez, on espère que vous en avez beaucoup. On n'a pas parlé de Kaamelott, mais... ça nous parle vraiment, et franchement, si, je le redis encore une fois, s'il y a du fric à mettre, vous savez, les scudeurs, achats militants, on le dit depuis plusieurs numéros, il faut le mettre là si vous voulez continuer à avoir des choses comme ça. Et si vous franchement, c'est bien. Quoi. Et si vous voulez voir Lionel Astier dans Plus belle la vie, tapez 1. Sinon, moi j'aimerais beaucoup. Si vous voulez pas le voir, tapez-le. Non mais enfin, je veux pas taper sur Plus belle la vie. Moi, simplement, c'est pas là que j'ai envie d'aller tout de suite. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas une manière de faire de la télé qui m'intéresse ou qui me Mais nous, on a quand même des fidèles avec Kaamelott, qui nous suivent, des gens très très fidèles qui nous suivent, qui sont là, qui sont actifs, tout ça, sur Internet et tout ça. Mais quand même, on fait des festivals de télé une fois de temps en temps quand on est invité. Ouais. Plus belle la vie, c'est hallucinant. Non, mais on peut pas dire dans un festival, on ne nie pas le phénomène de gens et tout machin. Après, mais on n'a pas les mêmes plus fans. C'est pas le même public. Nous, ils sont plus calmes, ils sont plus gentils. Alors, pour terminer un tout petit peu rapidement, plus jeune, juste quand même, ça dépend. Ça dépend. Allez, vas-y, question sur Kaamelott, non, rapido, parce que bon voilà, on connaît aussi de Kaamelott, on ne peut pas l'éviter. Est-ce que vous savez si l'un comme l'autre vous retrouverez au générique de l'éventuelle future trilogie Kaamelott au cinéma? Est-ce qu'il y a un petit machin que vous pouvez nous lâcher là?
Bah non, de toute façon, je crois que les compteurs sont remis à 0 avec Kaamelott. Alors que forcément, dans le futur, il y aura quelque chose au cinéma, mais c'est pas du tout d'actualité. Voilà tout ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que c'est pas souvent comme les séries qui s'arrêtent et puis derrière ça enchaîne. Je pense qu'Alexandre a envie de faire autre chose que Kaamelott et il prendra le temps de le faire. Voilà. Et c'est vrai que beaucoup de gens l'attendent avec la suite. On ne sait pas si ce sera une trilogie, c'est pas sûr, c'est ce qui avait été annoncé, mais enfin bon, on dit beaucoup de choses. Peut-être que ce sera une trilogie, certainement, mais c'est pas d'actualité. Voilà. On va faire autre chose avant. Tu viens de rater ton scoop. Non, il m'a répondu avec toute la franchise. Non, tu l'as pas raté parce qu'il n'y a pas de. Je te le dirais s'il y avait. Non, mais je sais. Ouais. Je viens de faire un bruit là. Moi, je voulais faire le point avec toi. Ouais, je préfère. Et Kaamelott, toi, non, t'as un truc à dire pour compléter ce que disait Lionel par rapport à ça? Par rapport à la suite? Ouais. Je n'en sais rien. Très bien. Eh bien, merci. J'aimerais beaucoup. Je n'en sais rien. De toute façon, on ne sait jamais. Hein, vraiment, avec Kaamelott, on est toujours un peu prévenu à la dernière minute, mais c'est aussi ce qui fait le charme du truc, quoi. Je sais pas, moi j'aimerais bien, mais bon, je pense a priori on y sera, mais je sais pas du tout quand. Parce que c'est vrai qu'il veut faire un truc avant, et il a raison de faire un truc avant. Un film avant, il a complètement raison. Et le film sur lequel qui est en pause à cause de Delon. Vraiment, j'en sais rien. Et autre chose, je pense qu'il passe encore autre chose. Vincia ou rien à voir avec Pardon, Vincia, votre projet de série à la Regarde le journaliste là qui essaie. Ouais, là, il est en train de tirer les verres Non, je pense que de le voir Mais travailler. Philippe Gage, c'est un mec qui t'appelle et il veut te décrocher des je infos peux te tout dire, le temps. Mais du tout. Méfie-toi. Il faut se méfier. C'est un filou, Non, Philippe, démasqué. non, j'allais dire un scoop, j'en ai marre. Alors, Dis rien, dis rien, lâche rien, lâche rien. Ce que je crois, c'est que ce sera forcément du cinoche. merci. Voilà. Et pas plus de télé. Merci. Pour lui. En tout cas, avant longtemps, plus de télé. Ok. On va plus avoir de cassette dans 5 Alors, minutes. juste pour Maintenant, finir, parlons un peu. 10 minutes, il nous reste 10 minutes. Non, ça on s'en fout. Rapido, 10 minutes. un petit bonjour on a un scudeur qui s'appelle Ils étaient combien, qui est méga fan de Kaamelott et de HeroCorp. C'est son nom, ils étaient combien? Alors c'est son Non, pseudo. c'est son pseudo. Nous aussi, on le trouve nul, son pseudo. Hein, t'inquiète Oui, pas. mais son prénom c'est Julien, qui est un peu moins nul. Et étaient combien? pour info, Julien, le mec, ils étaient combien? Ils étaient combien? Ouais. Ça vient d'où? Ils étaient combien? en fait, ça sais pas. s'écrit IZTKOMB et le 1. Il va Ils être étaient content, combien? Jeu de mots. Ah oui, là, on l'a. Et alors, juste pour info, le mec, il s'est abonné à CanalSat exprès pour avoir Comédie, pour pouvoir voir la saison 2. Et ça, c'est beau gosse. Ça, c'est beau gosse. Si vous pouvez face caméra. Ils étaient combien? Franchement, merci. Julien, Je crois qu'il s'est sans fait déconner, dessus, Julien. Il s'est fait dessus, une à mon note. avis. Parce que alors, dans le genre fan de tout ce Non, que je les vous assure. Astiers font, c'est notre Voilà. plus grand fan. Donc, Viens ça veut à dire Montréal qu'il préfère quand tu veux. filer du blé à CanalSat plutôt que de pirater. C'est quand même vraiment. Non, on n'a pas dit ça. Il va. On m'a dit ça. Non, mais c'est bien, ça fait plaisir, c'est bien. Bon, on pourrait certainement dire plein d'autres choses, mais Je hélas, pense qu'il faudra que l'heure vous tourne. reveniez dans une autre émission parce qu'on n'a pas tout Voilà. abordé. Mais voilà. Dans Scuds 12. Merci de votre Merci rapport, à déjà. vous. Merci à vous. Ça fait plaisir. Merci Hein, de votre d'avoir patience. bu un petit Alors, peu on rappelle le DVD À Montréal. de la saison 1 HeroCorp sorti chez Universal déjà. 2 DVD, du coup, parce que là. Voilà, et un bon petit gag final Un petit de HeroCorp, Lionel, un petit hein, Coca qui Light. n'a pas son pareil. On fait pas de pub. La saison 2 à partir du Allez. 8 janvier Un peu de soda sur américain. Comédie Prime Time, hein, si on veut dire Prime Time ou premier temps. Hein, voilà. Voilà, c'est ça. En prime time le vendredi soir. Là, enfin, du coup, je parle très fort. Le vendredi soir en prime time Ouais. et rediff le samedi. Plein de multi-rediff dans la semaine. Merci Denis Fabre. Et bah voilà. Attends, Juste une petite question, oui, moi parce que aussi, moi, une par exemple, dernière j'ai pas la après. télé. Vous êtes sur iTunes, HeroCorp, on peut se payer les épisodes sur iTunes? Pas encore. Pas encore, mais ça va Parce venir. qu'on m'a expliqué que si on mettait sur iTunes à la sortie DVD, Oui, ça c'était pouvait, un manque à gagner. Mais ça va venir. Et vu qu'on en vend quand même 14 millions, c'est vrai que du coup, ce sera vraiment qu'à gagner pour nous. Mais je pense bientôt, parce que Ouais. étant un énorme consommateur d'iTunes et de tout ça, j'aimerais beaucoup y être. Dernière question pour moi. Dernière Oui, question. cette dame québécoise est vraiment charmante. Elle passe, ça fait 3 fois qu'elle passe. Bonsoir. Oui, pour Lionel. On vous laissera Dans ce 5 numéro. minutes. Dernière question rapido. Oui, est-ce que ça a été vendu à l'étranger ou Pas en Europe, encore. ou au pays Mais francophone? on est en train d'en parler, sérieusement. Parce que les financements pour la saison 3, on aimerait bien faire participer un petit peu les gens. Mais il faut Au qu'une... Canada, par exemple, Ouais, pays francophone. on essaye, on va voir. En oui, Belgique. mais- Avec le- mon manche au générique. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'une série naisse. En saison 2, ça s'appelle, enfin, ce qu'on m'a dit, un peu confirmé. Et en saison 3, c'est existé, du coup, définitivement. Donc voilà, pour l'instant, on a fait une 2. Je pense qu'elle est plutôt bien reçue.
Mais voilà, comme on vient de loin, de comédie, de France 4, il faut que ça apparaisse doucement, il faut que les gens accrochent le truc. Mais on est en train de, voilà, enfin, ça suit son cours. C'est un petit projet qui suit son cours. Eh ben, on va suivre l'aventure chez Scuds, parce qu'on est des... Ouais, les gars. Des ouais les gars. Ouais, les scudeurs. Ok, eh ben merci encore à vous, c'est hyper cool. Les scudeurs. Salut les numéro spécial de Noël. C'était le numéro 11. C'était le numéro 11. Joyeux Noël. Hein. Ouais, joyeux Noël. Et bonne année, parce qu'on ne sait pas bien quand on va sortir. Mais ça sera avant le 31 forcément. Merci aux Astiers. Non, c'est pas non, sûr. pas forcément. Ça sera après peut-être le 31. Et c'est pas lui qui fait très, le très montage. long. En 2012 ou 2013. Bah voilà, vous avez été royaux. Merci, au revoir. Ouais, Allez, au merci. revoir, bravo. L'aéroport, c'est par là. Non, voilà. Musique de Champs-Élysées. Champs-Élysées, la technique. Merci beaucoup. Ouais, merci. On a été peut-être un peu plus. Et j'espère que vous passerez avec nous une excellente soirée. Ok, Scud numéro 11, deuxième partie. Alors les Astiers nous ont quittés, vraiment on les remercie encore une fois d'être venus. C'était long mais on a vraiment voulu les laisser parler au maximum de HeroCorp, c'est ce qu'ils pensaient de tout ça. C'était vraiment intéressant. Et alors maintenant on va parler d'Avatar, le fameux gros blockbuster de James Cameron qui vient de sortir. On espère que tous ceux qui regardent l'ont vu parce qu'on va un petit peu spoiler quand même. Hein. On va pas se gêner pour On spoiler. va pas se gêner pour spoiler, donc si jamais vous n'avez pas encore vu Avatar, vous arrêtez tout de suite Scud, vous allez voir Avatar et puis vous revenez. Donc, on va introduire un petit peu rapidement Avatar parce que tout le monde en a entendu parler. James Cameron, peut-être que les plus jeunes connaissent moins, ils ont peut-être connu Titanic, mais pas ce qu'il avait fait avant. Il a commencé par Piranha 2, mais ça, il n'y a pas grand monde qui le sait. Ouais. Il l'a même réalisé qu'en partie d'ailleurs, parce que c'est un film financé avec des capitaux italiens. Enfin bon, bref. Bref. Oui. Mais sinon, il y a quand même une constante chez James Cameron. Il fait très peu de films, mais à chaque fois, c'est des cartons. On cite Ça dans marque un peu l'ordre. l'histoire du cinéma à chaque Voilà. fois. Terminator 1 et 2, Aliens avec le S, True Lies, Abyss, Titanic. Donc on a quand même affaire à du lourd. Et Avatar, bien sûr. Il a réalisé des épisodes de Joséphine Ange Gardien sous pseudo. D'accord. C'est une info que j'ai dégotée quelque part. T'es vraiment un journaliste de merde. Sur en un fait, sous-site web, Voilà, on sait mais pas je pense lequel. qu'on peut enchaîner. Alors, en fait, depuis Titanic, on n'avait plus entendu parler de Cameron. On savait qu'il était en train de préparer quelque chose d'énorme. Il lui a fallu 10 ans, c'est à peu près ça, Titanic Ouais, la production en elle-même du film, elle a duré en gros 4 ans, mais c'est vrai que C'est l'idée, 4 ans. il nourrissait Même- l'idée alors depuis moi, ce que j'ai bien lu, 10 ça bonnes fait années. 15 ans qu'il avait écrit le scénario. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il Depuis oui, 15 tout à ans, fait. il l'avait en tête. Et je crois que- il disait que c'était le fait d'avoir vu Gollum. Gollum, ouais, voilà. qui lui a dit ça y est, je peux le faire. Ouais, il faut que je rassemble l'équipe Ouais. et je me lance. On pitch rapidement l'histoire, on va la faire rapide. Hein. C'est un Marines paralytique qui va sur une planète qui s'appelle Pandora. Sur cette planète, il y a un peu une situation de guerre qui est en train de naître entre la tribu qui vit sur cette planète depuis 10 000 ans, Les Na'vi. Des sauvages. et des méchants capitalistes qui veulent miner La compagnie. la compagnie. Est-ce que c'est la même qu'Aliens? Bah, Peut-être. on l'appelle tout le temps la compagnie dans le film, bah donc oui, comme oui, dans oui. Aliens. Donc la question se pose, monsieur El Kabash. Et donc après, on a un peu à faire. Donc le Marines, grâce à une technologie qui s'appelle la technologie Avatar, d'où le film, c'est bien fait, arrive à infiltrer en fait ce peuple des Na'vi et il se retrouve dans la situation. Quel est son camp? Est-ce qu'il devient Na'vi? Est-ce qu'il reste humain? C'est un peu la question qu'on pose. Pas de vanne sur Il les chercher une navires. Pas de vanne, vanne. il non, devient non, Navi, non, il devient non, la- non, bah, Il navigue non. entre deux eaux, et tout ça on l'a fait. Alors, on l'a déjà vu sur le forum, on le voit aussi dans la presse française. Il y a beaucoup de polémiques autour de ce film, notamment sur le scénario, on peut le dire. Nous, en tout cas, on est très partagés sur notre avis sur le film, même si on est quand même d'accord qu'on a tous pris une claque. Ça, je pense qu'on est à peu près d'accord. Oui, sur le spectacle. Mais sur le spectacle, Faut au moins reconnaître ça, Philippe. Oui, sur le spectacle, c'est évidemment une claque. Bah, attends, t'arc-boute pas sur ton... non, non, non. ton- Bah, attends, manquait plus qu'en plus ça fasse cheap, quoi, tu vois. Donc là, j'ai envie de... Enchaînement. Donc en fait, la question de ce débat va porter sur 3 points précis, pour pas qu'on s'égare trop.
Déjà, je vais vous demander, est-ce que Pandora, vous y êtes allé? Est-ce que vous avez été transporté dans cet univers-là? Est-ce qu'il a réussi le pari visuel de créer un univers dans lequel on est à fond? Donc ça, c'est un peu la première partie. La deuxième partie, c'est plus technique. C'est par rapport à la technologie qu'il a développée pour Avatar, le performance capture. C'est ce qui devait permettre aux personnages créés par ordinateur d'être réalistes dans leur jeu, d'avoir les mimiques un peu comme c'est pas lui Gollum. qui l'a inventé. Hein. Non, mais il l'a vraiment perfectionné parce que maintenant il peut balader sa caméra là où il veut. Il a inventé d'autres Il y a un techniques truc autour de ça. du cou des acteurs qui filment toutes les attitudes. Il a posé les bases. Est-ce que c'est une nouvelle révolution comme le Technicolor ou comme le son au cinéma? Est-ce qu'on va assister à des nouveaux films grâce à cette technologie? Donc ça, c'est une deuxième question. Et la troisième question, qui est certainement la plus polémique, c'est est-ce que tout ce déploiement technologique méritait un meilleur scénario ou pas? Donc ça, Moi, je dis bravo, très bien résumé. Et le relief. Eh bien, le relief, Bah, on y viendra dans un peu une partie... Un second temps, où on parlera justement de la révolution du relief au cinéma, sachant qu'on ira vite parce que Geek Inc., leur numéro 51, ont fait un très bon dossier sur le relief, très bon dossier technique, donc on ira vite sur la partie technique, mais on donnera notre avis sur le relief. Et c'est sur la fin, sur cette partie finale, que James Cameron va venir nous rejoindre. Absolument. Pour en discuter. Il devait être là déjà, non? Bah oui, non, mais son jet a eu du retard, il m'a appelé tout à l'heure. Il fait chier quand même. C'est un relou, arrive, pas ponctuel que Donc dalle. on est repassé au... Hygiène buccale approximative. On est repassé au tiponche, Oui. parce que le grog ça va un moment, mais il fallait qu'on revienne à notre format visuel. Voilà. Donc je lance le débat. Arnaud, tes impressions C'est sur moi le qui film? commence? Ouais, c'est toi qui vas commencer. À chaque fois tu me fais commencer. D'accord, Donc, alors chaque je fois, commence te si vous fais voulez. commencer. Vous l'avez peut-être vu déjà un peu dans le flash info qu'on a fait sur Avatar. Moi j'ai vraiment adoré ce film. J'ai vraiment vécu une vraie expérience cinéma comme je les aime, comme je l'ai vécu avec Dark Knight, comme je l'ai vécu il y a plus longtemps avec Les Seigneurs des Anneaux. C'est-à-dire que tu vas au cinéma pour vraiment rentrer dans un univers et tu vas vraiment au spectacle, quoi. C'est vraiment le cinéma du spectacle. Je savais à peu près à quoi m'attendre au niveau du scénario avec les bandes annonces et les différentes infos qui avaient filtré. Donc je n'ai pas été trop surpris. Comme je le disais, je suis d'accord qu'il y a des réserves qu'on peut émettre sur le scénario. Tu marches sur des œufs, t'as peur qu'en fait... Non, parce que je sais ce que Philippe... Non, je sais ce que Philippe va dire, donc je veux pas non plus spoiler l'intervention de Philippe, mais qui est en train de nettoyer ses lunettes comme un mec qui la nettoie son arme. magnificence des images, le truc flamboyant qu'il y a autour de ce film, c'est-à-dire la vraie découverte d'un univers, la maîtrise technique qu'on n'a jamais vue, en tout cas qu'on avait vu sur des petites vidéos qu'on avait dans des jeux vidéo, sur Warcraft ou les vidéos qui sont faites chez Ubisoft à Montréal, où ils arrivaient à atteindre techniquement quelque chose de très impressionnant. Là, on l'a dans un long métrage qui dure 2h40, avec une vraie histoire. On peut reprocher des choses à l'histoire, mais on ne peut pas lui reprocher que ce soit bien écrit et que ce soit écrit sur une durée de 2h40. Maintenant, la flamboyance du film a largement pris le dessus dans mon plaisir sur les défauts que je vais reprocher là maintenant tout de suite sur le scénario, puisque je le savais, c'était pour moi un ersatz. Il a dû beaucoup regarder Danse avec les loups et l'histoire de Pocahontas. Danse avec les loups, c'était parce que c'est ce que je me demande. S'il a écrit le scénario il y a 15 ans, ah non, Danse avec les loups, c'est plus vieux. Ouais. Oh oui, c'est 90. Quand tu vois les making-of et la gueule de Kevin Costner dans Danse avec les loups, tu vois, il a pris enfin, ça date un peu. Enfin, t'avais l'air pas du tout réservé quand t'es sorti du Cinoche. Je t'ai vu sur France 3 avec vous deux. Hein, ouais, regarde la jalousie, regarde la jalousie. Au contraire, non, excuse-nous d'être passé sur France 3. Non, t'avais l'air. Non, je sais, vous avez des relations au placé, hein, vous les ronds de cuir. Et moi, j'ai envie de dénoncer tout ça, mais c'est hors sujet. Non, mais je suis sorti de la salle. T'avais zéro réserve, excuse-moi. Non, j'avais zéro réserve. En même temps, c'est la télé. Maintenant, après, quand tu réfléchis au film, je pense qu'on est passé à côté de peut-être mon chef-d'œuvre inégalé du cinéma, dans le sens où j'ai pas retrouvé l'attachement que j'ai eu aux sauvages, aux natifs que sont les Navis, comme je l'ai eu dans Danse avec les loups, où tu t'attaches énormément aux Indiens et à toute cette ribambelle de personnages, le chef, le vieux chef de tribu, le chaman, le guerrier taciturne qui devient à la fin, qui fond complètement, qui ne veut pas avouer son amour pour John Dunbar et qui lui dit en haut d'une falaise. Enfin, c'est des trucs vraiment poignants. Et tout ça, c'est ce qui m'a manqué dans Avatar, c'est que je ne me suis pas attaché, pas au personnage de
Neytiri. De Neytiri qui est interprété par Zoé Saldana. Ouais. Bah, toi, tu sais par cœur, moi je suis qui était dans Star Trek. C'était meilleur rôle quand même dans Avatar que dans Star Trek. Ah, c'est clair. Et d'ailleurs, il y a des gens qui demandent qui aimeraient TRS, enfin Total Ira Show, qui trouvent qu'elle devrait être oscarisée. Ça serait intéressant parce que ça serait elle plus les techniciens qui pourraient venir demander. Elle est vraiment géniale. Et son personnage d'Avatar, les personnages d'Avatar numériques sont vraiment super expressif. C'est là où ça m'a scotché. C'est bluffant. Ça m'avait déjà scotché quand on avait vu l'avant-première avec Philippe. C'est bluffant parce qu'il joue vraiment, quoi. Et on voit vraiment des jeux de personnages et on sent les acteurs derrière. C'est pas comme les films de Zemeckis sur sa performance capture qu'il fait avec L'étrange Noël de Monsieur Scrooge. Non, c'est pas ça le titre du film. Si, c'est Scrooge, mais non, c'est L'étrange Noël de Monsieur. Enfin, où là, je trouve que c'est des personnages de cire, quoi. C'est des choses qui sont, c'est de la copie de l'humain. Là, on a vraiment quelque chose de vraiment crédible et un jeu d'acteur crédible. Et je trouve que les scènes intimistes entre le Marines et les Navis marchent, quoi. On est amoureux avec eux, on a envie d'être à leur place. Ce que je reproche, c'est plutôt les personnages secondaires qui sont très transparents. Peut-être, et j'espère que s'il y a une version longue qui sortira d'un Blu-ray, il y aura plus de scènes qui nous mettront en contact avec la tribu et qui nous attacheront plus. A priori, c'est une trilogie, si j'ai bien compris. Bah oui, c'est ce qui a été annoncé. Ça a été annoncé, donc peut-être que ça va se développer un petit peu. Mais ça n'en reste pas pour moi. J'ai vraiment pris mon pied et j'adore aller au cinéma pour ça, quoi. J'adore. Si je paye des places de cinéma... Je vais me le faire. Je sens que je vais me le faire. Non, mais je vais me le faire. Et alors ceux qui se disent, bon, ok, il y a des gens qui ont aimé, qui n'ont pas aimé, je le verrai en DVD ou en Blu-ray. Vous ratez 50% du film parce que c'est vraiment à voir sur un grand écran. Ah oui, moi qui suis plutôt du genre à tout regarder sur mon canapé et qui ne me déplace pas trop au ciné, là c'est inévitable. Si tu vois pas ça au ciné, tu n'as pas vu le film, quoi. C'est une vraie expérience. Enfin bon, je déflore pas mon avis, je me tourne vers Philippe. Philippe, enfin. Ton avis sur le film? Ah, mais c'est vrai que tu as la grippe A. Non, non. Alors. Ah, il est malade. Ouais. Mais là, il a pris 3 globes. Donc on fait un débat sur la grippe A. Je pense que ça va intéresser tout le monde. Allez. Allez, vas-y, crache. Bah oui, évidemment, c'est un crache ton venin. Évidemment que c'est. Oh, pardon, j'ai vraiment craché. Évidemment que c'est un spectacle extraordinaire. C'est évident. Ça fait quand même 5 ans qu'on nous vend ce film comme étant une révolution, un game changer, comme disent les Américains. T'aimes bien faire ça quand tu parles anglais. Ouais, j'adore. Et évidemment que ça l'est, évidemment, et heureusement. Donc j'ai été ébloui comme vous. C'est un film que je recommande évidemment d'aller voir en salle, en 3D, en IMAX, tout ce que vous voudrez, mais d'abord en salle. L'immersion est absolue. Je n'en disconviens pas. Maintenant, ce que je regrette, c'est que je n'ai rien ressenti devant ce film. Voilà, rien. Je ne me suis attaché ni au personnage principal, ni au personnage secondaire, ni à cette intrigue qui est cousue de fil bleu. C'est pas mal. Qui est qu'on prévoit, enfin je veux dire qui est intrigue qui est prévisible dans tous ses développements. On sait très bien que le militaire Quaritch, c'est un gros pourri. On sait très bien que Jake Sully, qui est joué par Sam Worthington, qui je trouve est d'ailleurs pas terrible comme acteur, qui n'a pas énormément de charisme. Moi je trouve. On sait très bien qu'il va se rebeller. On sait très bien que la gentille scientifique un peu bégueule, qui est incarnée par Sigourney Weaver, elle va prendre parti au bout d'un moment pour les aliens. On sait bien qu'ils vont faire une petite rébellion à un moment et qu'ils vont libérer, machin. Tout est prévisible. En effet, comme tu le dis. Tu disais une chose quand même sur les forums, parce que tu disais le scénario est bessonien. Oui, alors c'est une expression qui a fait jaser beaucoup, car en effet, le terme est audacieux. Je dis audace, je dis courage. Alors, vas fort. Oui, mais ce que je voulais dire, évidemment que c'est 1000 fois mieux écrit, c'est James Cameron, c'est pas Luc Besson, donc évidemment c'est 1000 fois mieux. Non, mais c'est 1000 fois mieux écrit, c'est 1000 fois mieux réalisé. Mais il y a une logique bessonienne dans ce scénario, avec ces figures extrêmement schématiques et presque adolescentes. Cette description de personnages, de stéréotypes adolescents. L'autorité, les militaires, c'est des pourris à 100%. Les aliens, c'est les méchants, c'est les gentils, pardon, complètement. Pas compris. Les aliens, j'ai pas compris le film. Les aliens, c'est des gentils opprimés, sans aucune nuance. On est dans des stéréotypes complètement. J'ai l'impression d'être en voyant ce film, j'ai l'impression d'être dans la chambre d'un adolescent avec des posters. Et j'ai l'impression que Cameron a effectué le même parcours qu'un George Lucas quelque part.
en ayant commencé par réaliser des films pour adultes, avec Aliens, Abyss, des histoires pour adultes, True Lies, et revenir en enfance avec ce film, avec Avatar, tout comme Lucas avait commencé à faire des films pour adultes avec THX 1138 et American Graffiti, et est retombé en enfance avec Star Wars. La différence entre Star Wars et Avatar, c'est que je vous mets au défi de vous rappeler des noms. Oula. Je vous mets au défi. Je lance le gant. J'ai bavé. Je lance le gant. Je vous mets au défi de vous rappeler des noms des personnages d'Avatar. À part Jake Sully, le héros. C'est déjà dans une langue étrangère. Non mais voilà, est-ce que vous vous rappelez des noms? Skywalker, c'est un peu facile. Hein. Bah non, mais voilà. Star Wars, tu te rappelles de qui est Luke Skywalker, tu te rappelles de Han Solo, tu te rappelles de Dark Vador, de la princesse Leia, parce que ce sont des personnages incarnés. Mais attends, on l'a vu il y a une semaine. Hein, alors, ah bah oui, tu l'as vu il y a une semaine. Laisse un peu l'histoire passer. Comme on verra. Et je trouve dommage, et en cela j'ai été relativement déçu, parce que je suis sorti de ce film étanche, imperméable. Voilà, j'ai vu de très belles images. Pas d'émotion. Pas d'émotion. Disons l'émotion technique et visuelle, mais pas d'émotion dans tes tripes. Exactement, et juste les petits détails qui m'ont dérangé. En plus, tu vois, cerise sur le gâteau, c'est la musique Ocarina, machin New Age, mes couilles, de James Horner sur toute la longueur. La chanson de la pouffe à la fin à la Céline Dion. Le message écolo qui est hyper tendance. Oui, c'est dans Titanic, Céline Dion. Oui, non, mais je dis la chanson de la pouffe à la Céline Dion. To the Céline Dion in English. T'as fait le. Und Zukunft Céline Dion en allemand. Et voilà. Et le message écolo hyper tendance. Et un poil des magots. Je voudrais juste signaler. Il a déjà écrit tout son speech. Et bullet point. Ouais. Et je voulais juste signaler que sur la réussite du pari technologique, parce que moi je suis pas comme vous, et là j'ai pas vos connaissances, votre maîtrise, votre culture de la technique, etc. Mais j'ai vu un article très intéressant sur le site www.lesnumériques.com, on mettra l'adresse, qui analyse vraiment l'aspect réussite ou pas du film sur le plan, est-ce que oui ou non c'est une révolution technologique. Voilà, là-dessus moi je ne peux pas m'exprimer, effectivement je peux juste dire que j'ai pris une baffe visuelle énorme, mais est-ce que ce film révolutionne le cinéma? Non. C'est un film perclus de clichés, je trouve ça dommage, ça a gâché en partie mon plaisir. Voilà. Attendons peut-être le bouclage de la trilogie, on verra. Il faut voir. Un projet plus global. Et j'irai quand même le revoir, je pense, en IMAX, parce que je ne suis pas complètement fermé, tout ça, les petits bourgeois, quoi, tu vois. Je le réponds après. Je donnerai mon avis rapidement après. Non, vas-y, dis-le. Non, mais il n'a pas tort vraiment quand il parle du scénario, mais tu vas tirer quand même les verres du nez aux défauts du film pour les mettre devant les qualités du film. Alors, tu vois, je suis d'accord, je vois très bien ce que tu veux dire. Ce que je veux juste dire, c'est que je n'ai pas. Là, je ne peux pas tricher avec ça. Je n'ai pas été touché. Pendant la vision, tu vois, quand j'ai vu Danser avec les loups. Non, mais en plus, tu es tellement franc, tu vois, je sais que c'est pas de la mauvaise foi. Voilà. Pour une fois, parce que d'habitude. Salopard. Non, mais quand Danse avec les loups, je me rappelle très bien, il y a des scènes qui me font pleurer dans Danse avec les loups. Il y a des scènes qui m'émeuvent. Là, dans Avatar, j'ai vu juste des belles créatures, des belles choses. Je n'ai pas été ému. Enfin, voilà, j'ai déjà dit. Voilà. Mais là-dessus, je ne peux pas tricher avec ça. Moi, j'enchaîne sur ma vision du film. Je me demande quand même, en t'écoutant, si tu n'avais pas trop mis dans le film. Je sais que tu étais le plus excité de nous trois à le voir. Moi, j'étais vraiment le plus... Je sais que moi, j'ai peut-être de vous trois l'avis le plus positif sur le film, mais avant d'aller le voir, j'étais le plus négatif. Vous me parliez du film, moi j'étais là, ça va être une bouse. Et finalement, paradoxalement, je suis plus content. Donc si c'est un conseil à donner, c'est aller le voir en vous attendant à avoir une bouse. Déjà, ça améliore l'expérience. Oui, le problème, c'est le problème, c'est que ça fait 5 ans que James Cameron, il nous claronne, tu vois, à grands coups de machin, que ce film va être une révolution, que ça va tout changer. Il y a quand même une chose qui est complètement vraie. Il y a eu notamment dans la communauté geek tout un contre-effet par rapport aux bandes annonces qu'on a vues, aux affiches. J'en avais parlé dans ma théorie du complot. Et je pense que j'avais raison. Le film... Tu nous saoules avec ça. Non, mais t'avais un peu tort en fait. Hein, ah non, je pense que j'avais raison. Vas-y, continue, développe. Non, je développe mon truc. Ils n'ont pas montré dans leur bande-annonce ce qu'était le film. Moi, j'ai été très surpris en fait. Ils ont montré dans la deuxième. Dans la deuxième. Alors, oui, tu as été surpris, mais parce que tu n'as pas... C'est vrai que moi, j'ai pas été surpris parce qu'on avait déjà vu le petit preview de 20 minutes. Ah bah oui, mais ça c'est autre chose. Et moi, j'ai pas eu l'impression... non, mais la plupart des gens n'ont pas vu. C'est nous les ronds de cuir. La plupart des gens n'ont pas vu ces 20 minutes que vous aviez vues. Moi, je les avais pas vues. Et c'est vrai que je m'attendais à un film que je n'ai pas vu. Quand j'avais vu ces bandes annonces, le décor me paraissait cheap, les navires me paraissaient trop bleus, les couleurs trop saturées, la CG hyper décevante. J'avais l'impression de voir
démo de jeu à peine améliorée. Et alors, par contre, j'ai été complètement bluffé au niveau technique et dans ma croyance de ce monde-là. C'est-à-dire, je suis complètement rentré sur Pandora. J'ai complètement adhéré au personnage. On y rentre. Après, je vais faire vite, j'aurais plein d'autres choses à dire, mais on ne veut pas être trop long. Sur le scénario, je vais faire une image. Pour moi, le scénario est une pizza. C'est-à-dire, c'est pas de la grande cuisine, c'est pas un film basé sur le scénario. Mais quand tu fais un film à 350 millions de dollars, il faut que les gens de 7 ans jusqu'à 77 ans aillent le voir. Tu peux pas faire un scénario avec des angles. Il faut faire quand même du super grand public. Je ne reçois pas cet argument, monsieur Kenborg. Non, mais professeur, parce que tu n'es pas financier. Non, mais professeur. C'est le plus grand risque financier. Oh non, je ne suis pas... Attends, je termine juste. C'est le plus grand risque financier qui a jamais été pris dans l'histoire du cinéma. Il faut le rentabiliser, ce truc. Et il ne peut pas se permettre de juste faire un carton. Il faut qu'il fasse le carton planétaire. On est d'accord, mais regarde Le Seigneur des Anneaux. Ça oblige des compromis au niveau du scénario qui étaient indispensables. Et c'est comme une pizza, c'est pas ce qu'il y a de meilleur au monde, mais c'est meilleur qu'un mauvais hamburger. Non, je suis d'accord avec ta métaphore culinaire un peu basique. Mais à l'arrivée, moi voilà, quand je pense à grand chef-d'œuvre impérissable de la science-fiction, voilà, 2001, Blade Runner. Alors, Blade Runner m'a procuré 3 milliards de fois plus d'émotions que Avatar. Mais parce que le public de ce film Avatar doit dépasser le public des fans de SF. Tu peux pas avoir un retour sur investissement sur 350 millions de dollars en t'adressant qu'aux mecs qui aiment la SF. Mais non, mais regarde Titanic. Bon, alors c'est pas un film de SF, mais Titanic, il a coûté à l'époque, c'était le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Et ben je suis désolé, même si Titanic n'est pas un de mes films préférés, je trouve plus d'aspérité dans Titanic et plus de complexité du scénario de l'intrigue, alors qu'en plus on sait très bien comment ça se finit d'ailleurs, que dans Avatar. Mais en même temps, je reçois ton argument. C'est vrai qu'avec un tel budget, un tel enjeu financier, tu vois, plus de 350 millions de budget, oui, forcément. Un dernier truc sur le scénario, moi, il y a quand même quelque chose que j'ai admiré chez Cameron, et c'est pour ça que je dis qu'il a réussi son pari, c'est qu'un film aussi complexe, aussi long et techniquement complexe, c'est des micro-pièces de puzzle à rassembler pour avoir une histoire. Et je trouve, même si le scénario est léger, je suis d'accord avec vous, c'est pas du grand scénar. C'est pas dit qu'il est léger. Hein. Je pense qu'il est très travaillé, mais il est travaillé comme ça. En tout cas, le scénar est tenu de bout en bout. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de personnage catapulté. Je ne me suis pas ennuyé en voyant le film. Le scénario est très bien rythmé. Quoi. Mais attends, c'est un tour de force. Ouais. Quand tu tournes avec autant de moyens et autant d'équipes techniques, tu n'es plus un réalisateur, tu es un chef d'entreprise. Et il est resté réalisateur dans son film. Donc rien que pour ça, je dis James Cameron est connu de toute façon parce qu'il a acquis ce statut-là dont peu peuvent l'avoir, d'être un type qui arrive à ramasser un budget de 350, 380. En fait, on ne sait pas vraiment. Nous aussi, d'ailleurs. Il est un des rares à arriver à réunir un budget comme ça. Il doit passer un coup de fil pour avoir 20 millions en plus et les mecs lui disent oui dans l'heure. Et parce que c'est un type, et il paraît qu'il est très dur, très intransigeant aussi dans sa façon de travailler. Et je le pense. Enfin, je pense que c'est vrai. Et qu'il faut, quoi, pour tenir un projet comme ça, Jérôme a raison, tu as affaire à un dieu vivant. Tu as affaire à un espèce de... Mais bon, à l'arrivée, tu as un film effectivement ultra familial. Ça reste un film de SF. On va résumer quand même. Non, parce que là, il faut qu'on boucle le débat. Juste sur les entrées du film. Est-ce que tu penses que le film va faire autant d'entrées que Titanic ? Pour moi, il coule le Titanic. C'est le blockbuster ultime. Je ne suis pas sûr qu'il coule le Titanic, parce que pour moi, il est quand même moins familial, moins mainstream que Titanic. Alors, toute la famille peut aller voir. Oui, il est fait, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de scène trop violente. Juste pour info, il a fait 320 000 entrées pour le premier jour, là, mercredi le 7 décembre. C'est énorme pour un film de cette durée. Et compte tenu de... Oui, non, pour sachant qu'il a eu une durée, promo... Mais c'est pas le premier... J'ai lu que c'était le 5e meilleur démarrage seulement de l'année. Pour un faut premier dire jour. qu'en France, spécifiquement, la météo ça reste un film de SF. C'est un film de SF. C'est pas les ch'tis, quoi. Tu vois. Mais Titanic n'avait pas cartonné. Heureusement, t'imagines les navis qui parlent en ch'tis. Ça aurait donné en bouffant des frites. Complètement différent, ouais. C'est Danny Boone dans la suite d'Avatar, non. Non, on va pas le faire. Donc, mais Titanic n'avait pas d'ailleurs fait un carton le premier jour et ça ne l'avait pas empêché de faire un... Voilà, donc peut-être. Toi, Philippe, déçu. Arnaud, relativement pas déçu du satisfait, tout. Très content d'avoir vu ce film. Je nuance relativement. Et j'irai sûrement le revoir. En tout cas, on est tous d'accord parce qu'on va aller le revoir. On a même envie d'aller voir en IMAX dans des super conditions. Moi, rarement, il y a un film que j'ai eu autant envie d'aller revoir rapidement. Il y a plein de détails dans l'image.
images qu'on... Il y a eu la soupe au chou que tu as eu envie d'aller revoir, je me rappelle. À chaque fois, on casse celui-là. Ouais, la soupe au chou, il faut qu'on arrête. Mais quoi? Non, c'est bien. Non, ça fait 5 fois qu'on la casse dans la mission. Oui, mais il faut changer les gags, tu sais. Bah, je ferai... D'accord, on se calme et on boit frais Saint-Tropez. Voilà, tu l'as déjà fait aussi. Aussi? Oui. Bon, on enchaîne. On enchaîne. Il y a un débat qui s'est un peu mis en route naturellement sur le forum, à savoir, parce que tout le monde n'a pas forcément autour de soi une salle avec la projection en relief d'Avatar. D'où la question s'est posée, est-ce que le relief révolutionne le film et le cinéma dans Avatar, et est-ce qu'il faut aller voir Avatar en relief ou pas? Notez que je prononce le mot relief et je ne prononce pas le mot 3D, puisque pour moi, c'est différent. Ou alors... À la Fox, ils disent 3D tout le temps. Hein. Mais oui, non, mais la c'est parce 3D, que les studios disent 3D. Le computer generated. Voilà, 3D, c'est le fait, c'est des images numériques en 3D. Relief, ou honnêtement, chez nous, au bureau, on parle de stéréo. Là, ça ne marchera pas au niveau marketing. Oui, mais c'est le marketing qui a décidé d'appeler ça la 3D. Mais pour moi, c'est différent. Enfin bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je préfère parler de relief. C'est bon, on a tout le temps là. En fait, je me suis dit, et c'est la deuxième fois que je me dis ça après avoir vu d'autres films en relief, je me suis dit, si je ne l'avais pas vu en relief, est-ce que j'aurais autant pris mon pied? Et je pense que oui. J'ai pas l'impression que finalement on nous a beaucoup vendu Avatar sur le fait que c'était le premier long métrage fait et pensé pour être vu en relief avec des lunettes. Et en fait, bon, je ne l'ai pas vu en normal, mais je pense que le film reste tout aussi impressionnant et jouissif qu'il l'est sans les lunettes, quoi. Alors le relief, juste pour faire 2 minutes, regardez l'émission 51 de Geeking qui vous explique techniquement très bien ça. C'est les 2 images qui sont diffusées. Il y a plusieurs systèmes de lunettes. Avatar, il y a des gens autour de moi qui l'ont vu avec le système actif, c'est-à-dire les lunettes avec un petit capteur au milieu qui fait un balayage automatique. Il y a des piles des batteries, je sais pas, dans les lunettes. Nous, on l'a vu tous les deux avec les lunettes passives, qui sont des lunettes très légères, des verres qui ressemblent un peu à des miroirs, qui en fait filtrent les couleurs. C'est très compliqué techniquement, qui permettent de voir une image sur deux, ce qui simule pour le crâne, pour nos 2 petits neurones, un effet de profondeur. Donc, alors c'est très cher à filmer parce que les caméras sont des caméras à double objectif. Quand ils filment en relief, parce qu'en numérique, il suffit de placer 2 caméras en gros qui vont filmer avec un tout petit décalage les images. Et c'est surtout cher aussi pour les salles de s'équiper en relief. Et James Cameron avait beaucoup fait parler du film en disant toutes les salles vont s'équiper en relief pour passer Avatar en relief. On est passé un peu au-delà de ça finalement parce que c'était beaucoup de buzz pour rien. Alors, juste une question parce que tu parles de plein de technologies. Encore une fois, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une norme. Toutes les salles ont des normes de lunettes différentes. Non, bordel, ce que j'ai l'impression, moi, contrairement à ce que dit Geeking et Julien, c'est que le système passif, c'est-à-dire les lunettes qu'on a eues, outre le fait qu'elles sont plus légères, et pour les gens qui ont des lunettes comme moi, elle pèse moins sur le nez. Ça pèse quand même. Hein, ça pèse quand même. Ouais. Moi, je suis ressorti avec un mal de crâne et vraiment, je trouve que ça pèse sur le nez quand même. Peut-être, il y a des gens qui réagissent mal. J'ai aussi quelqu'un qui m'a dit que pendant les 5 premières minutes, il avait beaucoup de mal. Surtout que les scènes du début où il est dans le vaisseau, là, en train de se réveiller avec beaucoup de profondeur de champ. C'est vrai que ça, là, pour le coup, il y va fort sur la profondeur de champ et sur le relief. Mais je trouve que le système de lunettes passives a une meilleure colorimétrie et au niveau de l'image, on a moins une image un peu sombre que les lunettes actives qui font un balayage mécanique en fait de l'image. Bref, moi je ne pense pas que le relief va tout de suite révolutionner le cinéma. Je pense que dans 3 ans, 5 ans, Avatar, ce sera vraiment les premiers films en couleur qu'on a vus, quoi. Avec des images un peu crado, toutes saturées. Et que dans 5 ans, on verra du relief. Il y a une marge de progrès, tu penses, énorme. Dans le relief. On est au tout début du relief. Mais le relief va concerner aussi des films dits classiques. C'est une question qui soulevait d'ailleurs dans Geeking, je trouvais ça intéressant. Est-ce que les comédies dramatiques ou les polars, machin, est-ce qu'ils vont être aussi tournés en relief? Est-ce que ça va concerner tous les films ou uniquement des films comme Avatar ou les films d'animation? Je ne sais pas, si on prend le relief à la base, l'idée c'est de rendre le film plus immersif, c'est-à-dire de rentrer un peu dans l'image, quoi. C'est-à-dire que tu n'es plus face à l'image, tu es un peu entouré de l'image. On n'en est pas encore là, on l'a vu. Bien que pour l'histoire, quand j'étais à côté de Jérôme en train de voir Avatar,
c'est un peu un des défauts du relief. C'est-à-dire que moi, quand je suis au cinéma, tu vois, je suis dans le film comme ça, il n'y a rien autour de moi. Je suis vraiment dans l'image, quoi. Je suis dans Pandora, je suis avec les avatars et tout ça. Sauf qu'à un moment, à côté de moi, je vois Jérôme qui fait comme ça. Je te jure. Il est sujet, il a fait bouger l'épilepsie assez régulière. Et là, d'un coup, tu sais, ça te sort un peu du film. Et puis, il y a un autre moment dans le film, quand il y a l'arbre qui crame et tout ça, je ne vous raconte pas. Enfin, vous l'avez tu viens de le dire. Il y a un petit bout de cendre brûlée qui passe comme ça. Et c'est pareil, je me la suis pris un peu dans la gueule. Donc j'ai eu un petit mouvement de recul et ça m'a aussi fait un peu sortir du film où je me suis dit, ah tiens, là, je me suis pris un coup de stéréo dans la tronche. Donc, bon, ça marche. En fait, Jérôme était en train de se gratter non, mais je ne regardais plus l'écran. J'ai relevé au moment où il shoot dans une grenade ou je ne sais pas quoi. Et sinon, tu te grattes souvent les chaussettes pendant les films et tout. Enfin, c'est un truc. Ça faisait plein de trucs à côté de moi. Je voulais pas. Toi, Philippe, tu penses qu'Avatar, il faut vraiment le voir en 3D ou en 2D, même expérience? Non, moi je pense qu'il faut aller le voir en priorité en 3D. J'ai appris d'ailleurs que les salles en province étaient mieux équipées en 3D. Il y avait plus de salles équipées en 3D en province qu'à Paris et en région parisienne. J'ai vu que, que c'est le circuit d'exploitants CGR qu'on ne connaît pas nous, parce qu'ils ne sont pas sur Paris, mais qui sont vachement implantés dans l'ouest de la France, ou par là. Bref. Tu l'as répété 2 fois. Là. C'est surtout ce circuit-là. Toutes les salles de ce circuit-là, de multiplex, est équipée à 100% en 3D. Et que au jour d'aujourd'hui, moi j'avais noté, donc il y a 259 salles en France qui sont équipées en 3D pour le moment. C'est tout? Bah oui, c'est tout. Ah oui, c'est pas énorme. Et 100% de ces salles, 100% de ces 259 salles projettent Avatar aujourd'hui, sachant qu'Avatar est sorti dans 726 salles en France. Donc en gros, la projection d'Avatar en 3D ne représente que le tiers de l'ensemble des salles. On va mettre des petits camemberts là pour les chiffres. Donc il y a une grosse marge de progression. Voilà. Chez la Fox, ils disent que la France n'est pas encore assez équipée en salle 3D. Ouais. Mais ça leur apporte un pognon monumental, parce que la place en 3D coûte plus cher. C'est un peu scandaleux. Ça leur coûte très cher aussi à s'équiper quand même. Oui, mais c'est les exploitants qui font les investissements, c'est pas les studios, tu vois. Donc, et pour la Fox, je peux te dire que Avatar, pour l'instant, c'est un vrai... c'est du brousouf parce que ça coûte 2 € je crois plus cher la place en 3D par rapport à la 2D. Donc ça compte aussi. Mais si on peut répondre à ta question, est-ce que ça va révolutionner ou pas? Non, mais la question c'est plus autour d'Avatar. Il faut aller le voir. Ça ne donne pas de relief au scénario, mais moi j'apprécie cet effet de style qui est à ton honneur. Moi je dis bravo et je pense quand même qu'il vaut mieux aller voir Avatar en 3D. Bravo James Cameron, bravo Jérôme Kainborg. C'est un plus. Bravo les Scuds. En tout cas, nous, on va aller le revoir très bientôt. Hein. On s'est dit une petite sortie C'était quoi chez Disney. C'était genre, on s'aime bien, quoi. On s'astique un petit peu. C'était le signe de la masturbation. On est moins de 16 ou pas? Non, pas trop. Voilà. Donc on va aller le revoir en IMAX, je pense. Ouais, ça en IMAX, ça doit être... en IMAX, ça doit bien donner. Ça va faire mal. Luc Besson pense que les gens ne vont pas aller voir pour autant. La 3D ne va pas ramener les gens dans les salles de cinéma. Voilà, je le dis. Oui, mais depuis quand t'écoutes Besson, toi? J'écoute pas, je dis juste, il a donné une interview à écran large et il a dit personne ne se déplace jamais pour la 3D. Il y a une histoire qu'on a envie de voir, des personnages qu'on a envie de voir. Après le bonus de la 3D. C'est lui qui a écrit qu'il y avait une histoire qu'on avait envie de voir. Il a pas tort. Il a pas tort. On regarde d'abord une histoire, on regarde un film, on nous raconte une histoire. La 3D, c'est par-dessus, c'est après. C'est en deuxième chose. Voilà. On va passer cette fois pour de vrai aux Ego Trip. On a fait hyper concis sur ce Scuds. Oui, mais parce qu'il y avait les Astiers. Donc les Astiers. Et il y avait James Cameron que vous n'avez pas vu, mais il passe en coup de vent. Il faut avoir des lunettes pour le voir, en fait. C'est un effet spécial. C'est ça. Donc on va lancer les Ego Trips. Les Ego Trips. Donc on passe aux Ego Trips. Philippe, ton Ego Trip pour ce Scud numéro 11. Alors mon Ego Trip, c'est le... Attends. Chrono. Oh. Ah oui, putain, merde. Bah oui, il y a un chrono pour l'Ego Trip. C'est 1 minute. Remets-le 1 minute, parce que là, j'ai pas démarré. Donc là, c'est gâchis d'Ego Trip. Allez, j'attends que tu démarres. 4, 3, 2, 1, go. Mon Ego Trip, c'est le teaser de Iron Man 2 de Jon Favreau que je viens de découvrir. Enfin bon, quand on sera en ligne, là vous l'aurez vu déjà depuis plusieurs semaines, le film sort, je crois, je ne sais plus, en mars, avril, on mettra la date. Je ne sais pas ce que vaudra le film à l'arrivée. Est-ce qu'il sera mieux ou moins bien que le premier, raté, réussi? Je n'en sais rien. Je peux juste vous dire que je trouve que ce teaser est à 100% réussi, c'est un sans faute. On a totalement envie de voir le film. D'abord, on entend deux extraits de morceaux d'ACDC, donc Shoot to Thrill et Razor's Edge, donc là, moi, je dis bravo. La direction artistique m'a l'air nickel. Robert Downey Jr. en grande forme dans la séquence d'ouverture de ce teaser.
plan de fin de folie avec les deux Iron Man, la War Machine et Iron Man en train de combattre d'autres War Machine. Une tuerie, j'ai adoré ce teaser, Vive Iron Man 2, j'ai trop hâte de voir ce film. Et voilà, et ça m'excite beaucoup plus d'ailleurs que d'avoir vu Avatar, mais ce que je viens de dire n'a aucun sens. Mais j'attends le film avec impatience, Iron Man 2. Bravo Jon Favreau. Non, c'est tout. Voilà. Bravo, propre. En fait, j'ai vite compris pourquoi tu parlais. C'est à cause de la CDC. Non, franchement, c'est que surtout à cause de la CDC. Moi, je ne suis pas un fan de la CDC, mais c'est vrai que le teaser tue. Voilà, le teaser. Après, il faut voir le film. Mais... Le taser tue et le teaser tue. On oublie celle-là. Je devrais saigner du nez plus souvent parce qu'au niveau van, ça pulse. Allez, chrono, je fais le mien. Je te chrono. Vous me dites quand? Non, toi, vas-y. Bon, je démarre. Donc, moi, je vais vous parler d'une série qui, pour l'instant, n'est pas diffusée en France, mais quand vous avez un cousin américain comme nous, vous pouvez peut-être la voir. Mais elle va bientôt débarquer, je ne sais pas encore sur quelle chaîne. C'est Community. Alors, Community, ça émane en fait de deux frères réalisateurs, Joe et Anthony Russo, qui ont commis avant Arrested Development. Si vous ne connaissez pas Arrested Development, c'est une des séries qu'il faut suivre. On ne va pas avoir le débat ici, mais si vous voulez de l'humour américain un petit peu différent de Big Bang Theory, de l'humour facile américain, les applaudissements, regardez Arrested Development et regardez Community. C'est vraiment des personnages complètement excentriques. Je donne juste un exemple. Il y a un Chinois qui est prof d'espagnol qui s'appelle El Tigro. Enfin, c'est complètement barré. C'est spécial comme humour, tout le monde n'aimera pas. Mais moi, je trouve qu'il y a du génie là-dedans. J'en suis où? T'en es encore 7 secondes. Community, regardez-le. C'était ça. C'était Kainborg. C'était Jérôme. Alors, c'est à moi maintenant. C'est à toi. Je vais sur Safari juste pour choper le nom du monsieur. Je ne suis pas sur Safari d'ailleurs. Je m'auto-chrono alors. Attends, j'ai un chrono sur la montre. Série, mais bon, tu me dis quand tu commences. Non, j'y vais. Alors, mon ego trip sera sur le dernier clip de Charlotte Gainsbourg et de son dernier album qu'elle a fait avec Beck. Alors, autant je n'étais pas trop un fan du premier album de Charlotte Gainsbourg avec R, autant je suis un fan de Beck, malgré le fait qu'il soit un scientologue. Je ne comprends pas. C'est vrai, le scientologue, jusqu'au bout des pardon, des ongles, je ne voulais pas t'interrompre. Mais voilà, ils ont fait un clip sur le morceau qui s'appelle Heaven Can Wait, qui est clip réalisé par Keith Schofield. Je parle de ce clip parce qu'il est assez intéressant pour nous qui sommes sur le web et tout ça, parce qu'en fait, il y a une espèce de réunion de différentes scènes qui n'ont a priori ni queue ni tête et qui n'en ont pas, qui n'ont pas vraiment le lien entre elles. Tout est filmé un peu au ralenti. Et en fait, c'est un type qui a beaucoup surfé sur le web et sur des sites comme Found, FFF Found, où c'est des images comme ça, on ne sait pas trop, elles ont un lien entre elles et c'est complètement hypnotique comme clip. Je trouve assez génial. Et on ne sait pas trop pourquoi. La chanson est très bien, j'aime beaucoup le morceau. Et surtout le clip. Voilà, c'est fini. Bien, merci. Tu reviens quand tu veux. Alors. C'est moi qui passe la chanson de fin. C'est moi qui passe la chanson de fin. Non, c'est moi. C'est Jérôme. Ah, c'est Jérôme? Ouais, c'est moi la chanson de fin. Merde. Raté. C'était pas moi. Passe la chanson. La dernière fois, c'était. Dans ta face. On va conclure cette émission qui a été très très longue. Il y a plein de messages à donner à la fin. On va tous les faire. On vous remercie d'avoir suivi ce Scud numéro 11. C'était un numéro exceptionnel pour nous. On a eu une équipe technique absolument exceptionnelle pour nous aider à le faire. Donc on va citer tous ceux d'abord qui nous ont aidés ce soir. Donc là, avec la petite caméra qui bougeait tout le temps, enfin la grosse caméra, pardon, c'est Stéphane. Donc merci à Stéphane. Les décors sont de Roger Hart. Anthony, je continue. Anthony, représentant de chez UFO pour tout le prêt technique du matériel. Oui, non, parce qu'on n'a pas acheté toutes les caméras et tout ça, et les micros, c'est pas à nous. Hein. À côté, c'est Alexandre à la caméra, avec cette magnifique caméra, la Z1. Ensuite, notre rêve. Notre ingénieur son, qui nous entend. Merci à toi. T'applaudis dans le micro bien fort. Oui, il est où le micro? Ah, merde. Il faut lui faire mal aux oreilles. Et Yann qu'on a déjà vu et qui a déjà la clope au bec, qu'il a envie de se tirer. Et Unchka, notre pute ouzbek, qui était là pendant toute l'émission, mais qui est reparti. On voudrait très vite remercier tous ceux qui nous ont aidés pour cette première saison de Scud. Donc Fanny, bien sûr, Fanny qui est là, ne pouvait pas être là ce soir, mais sans Fanny, on serait rien, on peut le dire. C'est elle qui fait tous nos montages. Et on voudrait remercier, il y a Shadi. Mathieu qui était venu nous filmer. Catherine. Mathieu, Yann qui est là,
Je crois qu'on a fait le tour de tous ceux qui nous ont aidés. Si on en a oublié, désolé. Et c'est l'épouvantail qui nous manquera le plus. Captain Coussin qui n'est pas là aujourd'hui aussi. Qui n'est pas là aujourd'hui, non. C'est un private joke. Ah bon? Ouais. Elle est private pour toi, parce que j'ai pas compris. Ouais, très private pour le coup. Oui, bon. Et Captain Coussin. Et Capitaine Coussin. Donc merci en tout cas de nous avoir suivis pour cette première saison de Scud. Et puis, on revient l'année prochaine. On espère sincèrement que vous verrez cette émission avant le 31. On va tout faire pour que le montage se passe bien. Sinon, bonne année. Voilà. Sinon, bonne année, au moins ça c'est fait. Et alors, on voudrait adresser un merci spécial à ceux qui nous ont accueillis. Donc, il y a le Dépur. Alors, Dépur, pour la petite histoire, ça veut dire drôle d'endroit pour une rencontre. Ils ont 2 restaurants maintenant. Un ici, qui est rue Saint-Sauveur, et le deuxième, qui est Montorgueil. C'est vraiment un endroit, enfin nous on est venu dîner la dernière fois, moi j'ai bouffé un wok ici qui était vraiment magnifique. Très bien. Le décor est super. Énorme. Toi t'avais pris quoi? Wok de bœuf aussi. Ouais, le wok de bœuf, toi t'avais pris quoi? Un wok de bœuf. Bon, on a tous les 3 pris le wok de bœuf. Mais pas du wok de ta fiole, hein, vraiment du bon gros wok. En plus, les prix sont vraiment bien. En tout cas, c'est un bon endroit pour venir avec sa copine. Laquelle Non, je parle pas pour moi, je parle dans l'absolu. Oui. Il parle pour moi. Désolé, et alors, le Dépur est au rez-de-chaussée de tout un grand complexe. On montrera peut-être des images en incruste, mais le Clay, donc, qui est une salle de sport, qui est au-dessus. Et en dessous, vous avez la piscine. Donc en fait, tous les plaisirs sont rassemblés au même endroit, dans un même concept, sachant que voilà, le Dépur n'est pas un resto diététique au milieu d'une salle de sport. C'est vraiment un resto gastronomique. Et c'est magnifique. Extrêmement bien. Et on les remercie énormément de nous avoir accueillis pour cette émission. Ouais, non, vraiment. Si vous passez sur Paris, si vous êtes de Paris, tâchez de vous réserver une table au Dépur, ça nous fera plaisir et ça leur fera plaisir aussi. Merci à Dan et Mathieu qui nous ont permis de tourner dans cet endroit. Ouais, voilà. Dan et Mathieu, tout à fait. Et un ultime... Vas-y. Un ultime message rapido de la part des frères Baz qu'on avait reçu dans Scuds 3. Alors voilà, ils étaient venus nous parler du film de science-fiction qu'ils réalisent vraiment avec les moyens du bord, qui s'appelle Où allons-nous, un film de science-fiction français, avec l'énergie vraiment de leur passion. Ils étaient venus nous en parler dans Scus 3. Ils nous ont demandé de vous lancer un appel. Comme ils sont vraiment dans une économie effectivement très réduite et pourtant ils ont de grosses ambitions pour ce film, ils nous demandent de vous dire que si jamais parmi vous, ils ont besoin de gens pour finaliser un peu certains effets visuels du film, s'il y en a que ça intéresse parmi vous, qui sont des passionnés de l'image, étudiants, écoutez, bon voilà, allez-y. Sur le site www.ouallons-nous, on va afficher l'affiche, le site, c'est une catastrophe. T'es fatigué. Tous les détails sont sur le site. Et franchement, allez-y de notre part, parce que ces 2 gars-là sont des gros passionnés, Yann et Nicolas, c'est 2 frères Baz, les 2 frères Baz. Et voilà, j'ai hyper mal vendu le truc, pardon Nicolas, mais tentez l'aventure, honnêtement, je pense que c'est un film qui, lorsqu'il sortira, fera parler beaucoup de lui. En tout cas, voilà. Nous, on en parlera. On en reparlera. Voilà. Comme d'habitude, on va se quitter avec une petite musique. Que tu as choisi. C'est moi. Donc, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Non, mais tu vas passer ta musique, mais je pense qu'on s'est gouré dans les compteurs, mais je me rattraperai. Dans les compteurs de... Je pensais que c'était à moi de la passer. Dans la dernière, c'était moi. Mais non, tu as présenté là l'émission. Non, mais vas-y. Vas-y. Oui. Gros malaise, gros malaise, mais tout ça se réglera après, coup de bourre-pif. Oui, hors caméra. Hors caméra. Donc, pour terminer l'année, ou en tout cas elle a commencé, on ne sait pas bien, on va vous passer Basement Jacks, un de leurs gros titres qu'on aime bien, en tout cas moi j'aime bien. C'est Where's Your Head At? Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Where's Your Head At, qui veut dire où est ton head at? C'est un chapeau un peu particulier. Head at, c'est un chapeau ouzbek. Vas-y, mets-la. Ouais, on va mettre la musique. On met la musique. Je sais pas ce qu'il me prend avec les vannes. Là, voilà. Bonne année. Ouais, bonne année. On sera quelque part. Pas trop, voilà. Bonne année 2012 peut-être. Et on se quitte rituellement avec le relevé de pantalon. Voilà. Et là, le caméraman va nous regarder de travers. Il y a du monde. Merde. Regarde. Bonjour.
Maintenant, c'est la loose, quoi. D'accord. Moi, j'ai eu le téléphone des gonzesses. Moi, j'ai eu le premier ricain piraté. Je me la pétais et tout. Maintenant, c'est ridicule. Ah ben, tout le monde là. Non, mais j'ai pris un peu de marge. Ok. Alors,